Et salut les amis, c'est julien.com. Alors aujourd'hui, petit podcast actualité. On profite de garage.com pour aborder un petit peu tous les sujets qui nous intéressent. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'automobile. Et ça tombe bien, dans l'actu en ce moment, il y a quand même pas mal de choses à débattre, pas mal de points à aborder. Donc pour faire ce petit podcast, pour animer ce podcast, j'ai convié mon frère Tom.com. Bonjour. Bonjour Tom.com. Alors donc aujourd'hui, comme j'ai précisé, petit podcast chill. On a une petite liste parce qu'on est des gars organisés. On essaye. Pour un petit peu aborder 2-3 sujets qui nous intéressent. Et le premier point qu'on va aborder, c'est le YouTube Game automobile français. Il y a quand même pas mal de mouvements en ce moment. Je ne sais pas si tu as remarqué, Tom.com, mais en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Et ça vaut quand même le coup d'aborder un petit peu le sujet. Alors, le point principal, ce qu'on peut déjà dire, c'est la fin de Villebrequin. La fin de Villebrequin, qui a fait bien scandale et qui continue encore à faire scandale, surtout sur l'Energy. Je sais pas si tu suis un peu Instagram, Facebook. Peut-être un peu moins que toi, mais je sais que ça parle. Enfin, ça pleure. Ah ouais ? Ah oui, ça pleure. Ouais, ça m'étonne pas. En vrai, cette fin de Villebrequin, je peux comprendre leur point de vue, parce que ceux qui ont vu la vidéo, si tu prends pour argent comptant ce qu'ils ont dit, trop de pression, moins de passion, plus de stress, je peux comprendre que ça les ait fatigués, totalement. Parce que c'est quand même un milieu, on va dire, de requins très compliqué. Pour suivre le rythme, c'est quand même complexe. Une vidéo par semaine, c'est quand même pas rien. Exactement. Même s'ils ont une prod derrière, faut sortir les idées, faut prévoir les plans. Enfin, il y a quand même du taf, quoi. Ouais, non, c'est clair. Donc, en tant que spectateur lambda, tu peux te dire que effectivement, c'est la raison numéro 1. Moi, je pense qu'il y a un dessin plus grand derrière ça. Je pense qu'ils n'ont pas du tout fermé leur chaîne. Leur chaîne est juste en stand-by. Ça leur permet de développer 2-3 autres sujets. Moi, je pense qu'il y a conflit d'intérêts particulièrement entre YouTube et Top Gear. Ouais, à l'instant T, je pense que c'est le point principal qui fait qu'ils ont besoin de choisir. Et c'est déjà arrivé d'ailleurs, avec... comment ça s'appelle, ceux qui utilisaient Folambray avant. J'allais dire BDG, mais rien à voir. Oui, je vois très bien. Ceux qui font ceux qui font les T5e. Oui, ils en ont parlé dans le podcast de quelqu'un d'autre, de la boîte à gants, où justement il y a eu conflit d'intérêts avec le circuit de Folambray et Top Gear France. Oui, c'est ça. Et ils se sont fait déloger alors qu'eux, ils l'utilisaient depuis des années, quoi. C'est ça. Donc je pense qu'il y a un sujet un petit peu comme ça. Le sujet de la mésentente, oui, on peut l'aborder, mais je pense pas particulièrement. En vrai, moi, entre deux, non. En vrai, moi, le coup de, on a pris trop de pression, on s'attendait pas à ça et on n'arrive pas à la supporter, j'y crois pas une seconde. Trop de pression, ça fait quand même quoi, 5-6 ans qu'ils sont sur YouTube. Enfin, la pression, ils l'avaient dès le début. Exactement. Ils maîtrisent le YouTube Game. Surtout qu'il y a eu aussi quelques coups de gueule avec le fait de faire une fausse vidéo soi-disant une fausse vidéo où ils se retournent la première fois. Enfin, tout plein de choses comme ça qui ils sont rompus à ça. Partout, ouais. Ils ont quand même une belle équipe derrière eux. Ils font une vidéo par semaine, mais finalement c'est quand même du contenu qui est bien préparé en amont. Ils ont quand même gros de staff derrière pour préparer. Ils ont toujours aussi, je vais pas dire pleurnicher, mais toujours... c'est le personnage. Voilà, fait un peu pitié dans le sens on gagne pas d'argent et tout ça. Je pense que ça râle assez grave. Pareil, le scandale de la cagnotte. Ouais, donc je pense que ils ont une stratégie. En fait, ils créent le manque, je pense, tout simplement. Oui, puis en attendant, ils voulaient quand même faire leur truc de leur côté. Exactement. D'une chaîne Twitch, Top Gear qui se met à côté. C'est ça. Sylvain qui au final refait la même chose, mais en version seule. Ouais. Lui, il kiffait faire les vidéos, les petits tours, les présentations de véhicules un peu poussés, qui étaient des vidéos qui sont quand même assez quali. Ouais. Mais ça marche pas sur YouTube. Enfin, pour Villebrequin, ça marchait pas. Ouais. Là, ils veulent faire à sa sauce, ça marche pas, ils s'en foutent, quoi. En tout cas, j'ai regardé un petit peu le contenu des deux là. C'est pas ouf, quoi. Enfin, c'est parce qu'il y a leur nom que les gens regardent, mais sinon, ça se démarque pas. Il y a pas de truc exceptionnel, quoi. Pour l'instant, ils surfent un peu sur leur aura. Oui. C'est du Twitch. Oui. Moi, et même le contenu YouTube. Enfin, c'est pas fou. Ils ont fait chacun 2 ou 3 vidéos. Moi, je pense qu'ils créent le manque. En attendant, ils se permettent de souffler un petit peu pour assurer sur Top Gear saison 1 et saison 2, parce qu'à mon avis, ils vont faire 2 saisons. Et ils ont déjà commencé la deuxième. Bon, voilà. Donc, ils se libèrent un peu ce temps-là et ils vont revenir plus fort en disant ça nous manque.
Comment ils appellent les abonnés? Les loulous. Les loulous, vous bien nous sûr manquez. qu'il nous manque déjà quand même. Hein. Voilà, c'est clair que c'était génial. Enfin, ils sont engagés sur un Vultech différentiel, donc il y a un moment, il va falloir sortir quand même. Hein. Il n'arrivera jamais. Mais si, il arrivera, j'y crois. C'est vrai que c'est exceptionnel. Villebrequin, c'est exceptionnel, ils ont plié le game, et j'arrive pas à croire qu'ils arrêtent, et j'ai vraiment du mal à croire au côté stress et tout ça, au côté on va craquer parce que ils sont rompus à ça. C'est les boss du game, quoi. Oui. Donc, en attendant, avec le départ de Villebrequin, on a quand même un boss du game. Oui, mais le trou qui a vite été complété par notre ami Lulu Ronce de Noyer. Lulu Ronce de Noyer, effectivement. Parce que pour le coup, la boiserie, oui, mais Lulu Ronce de Noyer qui fait un pic de ouf aussi et qui a des vidéos très, très, très intéressantes. C'est vrai. Et lui, là, déjà qu'il était haut, déjà qu'il était puissant, il maîtrise à fond. là, ça fait 4-5 mois, j'ai l'impression qu'il a enterré le game. Puis littéralement, vu qu'il a acheté un tank et qu'il se permet d'écraser des choses avec. Non, mais c'est de la folie. Il est trop intelligent parce que il arrive à faire du contenu de bouseux, dans le sens, comment il s'appelle, Donovan. Oui. Donc il arrive à faire du truc vraiment de bouseux, où il tire en l'air et il casse des BX. En même temps, il arrive à faire du contenu premium, parce qu'il monte des Aventador et tout ça. Et en même temps, par-dessus tout ça, il arrive à assumer le fait qu'il gagne beaucoup d'argent. Et il explique comment il fait, il assume tout ça, il aide les gens aussi, et il présente tout ça sur la chaîne Lulu Ronce de Noyer. Donc en fait, le mec a vraiment plié le game, parce que selon moi, c'est le problème un petit peu du YouTube français et du public français. Le public français aime bien quand même un peu les bouseux, on va pas se mentir. Il aime bien les gens qui peuvent faire de la TDS dans les champs, qui ont pas trop d'argent, en tout cas pas d'argent assumé. Le français n'aime pas que d'autres personnes ont plus d'argent et qu'ils le montrent. Exactement. On n'est pas en Suisse, quoi. Et ça, exactement. Et ça, un Farine de Blé l'a bien compris. Ah oui. Farine de Blé, à mon avis, ça commence à ça doit rentrer un petit peu. Ça commence à rentrer, à mon avis, quand même. Par contre, il garde ce statut de bourrin. Ouais, il reste qui il est quand même, ou en tout cas, le jeu qu'il joue. Oui, c'est un jeu. C'est son image. La boiserie a longtemps été dans ce schéma-là. Maintenant, c'est complètement assumé le fait qu'il gagne de l'argent. Les gens l'ont accepté. Et ça, pour moi, c'était le plus gros des défis. Mais il l'investit correctement aussi. Et il le partage beaucoup avec ses événements. Les événements à la boiserie. Exactement. Donc, il l'a fait intelligemment. Mais les gens, maintenant, acceptent le fait qu'il soit blindé. Et maintenant, lui peut l'assumer. Et ça, je trouve ça génial. Là, c'est là où je dis, pour le coup, il a plié les games. Parce qu'il y en a plein qui restent à ce stade de faux pécor. C'est vraiment ça, de fausses personnes qui n'ont pas d'argent, à commencer par Villebrequin, justement. On n'a pas d'argent, les fins de mois sont dures. Oui, tu vois ce que je veux dire? On va pas se foutre de ma gueule. Quand tu es deuxième youtubeur automobile de France. Oui, voilà. Bon, donc, quand tu fais 2 millions de vues par vidéo, que la moindre vidéo que tu fais, elle est sponsorisée par Poker Winamax, ou par Winamax. Voilà, au bout d'un moment, non. Plus tout le merch à côté, plus... non, j'arrive pas à y croire. Donc bref, la cagnotte. La cagnotte, la sainte cagnotte. Rends l'argent. Non, j'ai participé à la cagnotte aussi, j'ai mon petit porte-clés et tout, et fier d'y participer. Mais moi, j'ai rien contre sa cagnotte. La cagnotte, je trouvais ça intelligent. Ils ont pris beaucoup d'argent. Et puis en même temps, ils s'attendaient pas à ça non plus. Clairement. Ils sont allés au bout du projet. Je suis persuadé qu'ils ont dépensé plus d'argent que la cagnotte. Ils l'ont dit, oui, c'est sûr. Mais vraiment génial pour le coup. Le Tuning Show à organiser, t'imagines déjà le bordel. Ouais, clairement un truc de fou. Et tout le bad buzz qu'il y a eu, notamment avec d'autres youtubeurs, je pense à Movie Car Central, qui leur a bien craché dessus à l'instant T. Pour les bonnes ou on sait pas, on n'est pas dedans, mais chacun a son point de vue qui se tient en soi. Donc, voilà. Tu prends parti ou tu prends pas parti, il s'est passé des choses, quoi. C'est ça. Au bout d'un moment, ils ont inventé un nouveau concept de YouTube, quoi. Enfin, ils sont trop forts. Les mecs sont trop forts. Ils ont fait le Top Gear français, c'est pour ça que tout le monde les voit à Top Gear depuis toujours. Exactement. Au passage, Top Gear, pour moi, c'est des gens de 40, 45 ans, qui sont hédonistes, bons vivants, qui aiment bien la bouffe, le pinard et les Aston Martin. Moi, à mon cœur de presque quarantenaire, voir débarquer Villebrequin, que j'adore, à la tête de Top Gear... Moi, j'ai hâte de voir. Ça me fait mal au cœur. Surtout qu'il y a aussi Monsieur Poulpe, il y a c'est vraiment... mais c'est pas YouTube, Top Gear. Top Gear, c'était la classe à l'anglaise, des mecs un peu décalés, mais des darons, quoi. Mais même l'ancien Top Gear France, avec Bruce, avec le Tone qui a une classe monstrueuse, mais des connaissances de fou. Top Gear France, j'adorais. Top Gear France, c'était vraiment... Mais en vrai, c'était trop bien. Même avec Luc qui était revenu à la Luc Alphand, c'était trop bien. Moi, je kiffais, j'aimais bien le concept. Et pour le coup... j'ai pas peur parce que je sais que je vais m'amuser en regardant, mais je vais avoir l'impression de regarder une vidéo YouTube. Ouais, mais en même temps, la télé comprend enfin que la télé est morte.
Et qu'à un moment, faire des trucs sur plateau avec Nikos Samagas qui parle et qui coupe tout le monde, ça va bien 2 secondes, quoi. Oui, moi j'aimais bien Top Gear. Oui, mais moi aussi j'adore Top Gear et je regarde tout le temps Top Gear sur l'équipe 21 quand ça passe ou sur RMC, quoi. Enfin, moi j'aimais bien Top Gear, j'aimais bien Automoto. D'ailleurs, si vous avez des bons plans pour trouver toute la collection Top Gear de la saison 1 à la saison, je crois, 28 des Top Gear anglais à l'époque, j'ai jamais réussi à mettre la main dessus. Envoyez un message en privé sur Instagram si c'est pas très légal et si vous avez un lien légal dans les commentaires. Bref, petit sujet, petit aparté, mais effectivement, ça m'intéresserait aussi. Ouais, vraiment. Notamment, il y a une vidéo, petit aparté, après on passe à autre chose, d'un Renault Espace qu'ils ont essayé de mettre avec un aileron de F1. Ah oui, je l'avais vu celui-là. Mais moi, j'ai toujours vu la partie 1, la partie 2, et après l'allègement et tout. Saison. J'ai jamais vu. Et j'aimerais bien voir la suite de ce truc-là parce que ça avait l'air super cool. Et surtout que les premières saisons, c'était vraiment du turbo à la base, pas du Top Gear. C'est qu'après, ils ont vrillé. Ouais. Enfin bref, voilà, ça sera un autre podcast, Top Gear. Bon, en tout cas, à Villebrequin, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Je suis certain qu'il va y avoir beaucoup de vues. Par contre, ça va ramener, et c'est ce qu'ils attendent, un public plus jeune sur les chaînes. Et par contre, à l'inverse, le public plus vieux. Je pense notamment à mon beau-père qui adore Top Gear. 55 piges, bientôt 60 piges. Tu regardes pas, ces deux zouaves, ces deux zigotos. Ils sont 4 en plus, je crois maintenant du coup. Ouais, mais bon, voilà, tu vois, c'est du contenu YouTube, quoi. Donc c'est un poil dommage et. Faut voir ce que ça donne quand même. On verra. Mais ouais, il y a des a priori, quoi. C'est sûr. Pour revenir sur notre ami Farine de Blé. Que je ne suis pas. Moi, je le suis énormément, Farine de Blé. J'adore ses vidéos. Le contenu, finalement, est claqué. Enfin, quand tu regardes, il bricole des Golf 2 et des Volvo. Mais son phrasé, son scénario, parce que c'est très scénarisé. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est fait comme ça, mais non, il y a beaucoup de travail derrière, que ça soit sur le scénario, que ça soit sur la qualité de rendu, sur les plans, sur les transitions. Il y a un boulot énorme. Et là, pour le coup, on commence à connaître un petit peu le montage vidéo, on commence à connaître les prises de vue avec notre chaîne YouTube. Quand tu veux commencer à faire un truc un peu posé, un peu réfléchi, avec un petit storyboard, avec un vrai scénario, ça te bouffe des journées entières. Et puis il fait des vidéos de 1 heure, 1 heure et demie à chaque fois. Lui, je vais y venir juste après. Mais effectivement, déjà d'un point de vue qualité, c'est un film, c'est une histoire. Et il a des punchlines incroyables. Donc vraiment pour ça, vraiment bravo, parce qu'il arrive à rendre un contenu claqué. C'est-à-dire que tout le monde s'en fout à la base. C'est de la mécanique pure. Puis c'est de la mécanique, comme tu dis, excuse-moi du terme, mais bouseux, où tu bricoles des 318 TD, des conneries comme ça, quoi. Exactement. À l'instant T, c'est pas censé être ouf. Et il rend le truc oufissime. Donc, et ça marcherait pas sur une Aventador, ce qu'il fait. Exactement. Donc il reste dans le schéma un petit peu bouseux et tout ça. Il commence à assumer qu'il a des sponsors. J'ai remarqué ça depuis 2-3 vidéos. Il commence à accepter le fait qu'on lui offre des choses. Et il commence à accepter le fait de mettre des pièces de qualité sur ses voitures. Alors qu'au départ, c'était Max Speeding Rod et c'est tout. Maintenant, depuis qu'il a commencé à bricoler son 2JZ, il accepte de monter des vraies pièces, des pièces qui vont tenir. Donc ça fait plutôt plaisir. Donc tranquillement, il va switcher un petit peu. Métavic, dans quelques mois, on va le voir dans un nouvel atelier. Je pense pas qu'il va durer longtemps dans son petit atelier à bosser dans la merde. Au bout d'un moment, ça commence à le gonfler et je peux le comprendre. Mais longue vie à Farine de Blé. Puis on va avoir la course V2 boiserie Farine de Blé BM versus 2JZ. Spoiler, la boiserie va encore gagner, c'est une BM, donc la BM gagne, c'est sûr. Là où il est très fort, c'est qu'effectivement, Cross Community, il a très vite compris que ça valait le coup de faire des collabs. Il a très vite lancé un challenge, en gros un défi à tout le monde. Et c'est très 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 bien. Il y en a un, Jimmy Supra, qui a essayé de rentrer dans ce petit battle entre la boiserie et Farine de Blé. Il aurait plié tout le monde, parce que lui, c'est un mec de drague là-bas en Belgique. Les Belges, il est chaud. Seulement, il n'a pas la communauté pour l'emmener et pour donner envie à la boiserie à Farine de Blé de jouer avec lui. Peut-être plus tard. Plus tard. Mais en tout cas, j'aime bien moi ces petites battles. Ouais, c'est cool. J'aime bien ces petits clashs. Faut pas oublier que tout est qu'une question de faire monter la sauce. Les mecs s'embrouillent pas vraiment. Ils sont juste contents de faire ça entre eux. C'est comme le micro-clash qu'il y avait eu entre The Glove Driver et la boiserie. Oui. Quand The Glove Driver avait enlevé l'autocollant boiserie parce qu'il était juste mal posé et il partait en peinture ou un truc du genre. Oui, c'est vrai. Ils avaient tous les deux joué là-dessus sur les stories. Mais c'est marrant. Au début, j'y ai cru quand même. Moi aussi, j'y ai cru. Bon, on s'est envoyé des messages. Putain, c'est en train de chauffer et tout. Donc, c'est plutôt. Mais
Moi, c'est ça qu'on aime. Les petits clashs YouTube, tant que ça reste gentil, j'aime bien. C'est ça. Tu vois, je trouve ça cool. Il y a une émulation parce que d'un coup, les mecs se préparent des voitures à droite à gauche. Ensuite, t'as la vraie vidéo. Et ça, c'est sympa. Et puis ça se bat. C'est vrai que le clash Villebrequin, Movie Central, là, c'était aller un chouille trop loin. Ouais, parce que... Surtout d'un côté, plus que de l'autre. L'autre, ils en ont jamais parlé. Mais... Oui, on était en sortie de Covid, en fin de Covid, les gens étaient un peu sur les dents. Ouais. Ils ont vraiment, pour le coup, à l'époque, Villebrequin fait les pleureuses. Il nous reste rien sur la cagnotte, on n'a pas d'argent, et ça a un peu gonflé Movie Car Central. Je peux un peu comprendre, sachant que lui, il est vraiment franc du collier. Donc bon, je peux comprendre. Mais surtout que dans cette histoire-là, il y a aussi Akram qui a été mêlé, il y a la boiserie aussi qui avait été appelée. Enfin, il faut aller écouter après ce qu'ils se disent et chacun fait son point de vue. Hein. On prend pas Non. Puis nous, on aime tous les youtubeurs. En vrai, enfin moi, j'aime tout le monde. Hein. Je me permets de critiquer ouvertement parce que j'aime vraiment ce qu'ils font. Donc, et je pense avoir un avis en tant que créateur de contenu, lol, mais un peu plus objectif que les gens qui ne créent pas. Tu vois ce que je veux dire ? Je fais des vidéos. Il faut s'en rendre compte. Là, par exemple, rien que le setup qu'il y a là, on essaye de faire de la qualité. Enfin, surtout Julien pour le coup, parce que c'est tout son matériel, on est chez lui. Mais il y a 1h30 de pause, de préparation, de calibrage des lumières, des micros et tout. Enfin, c'est un enfer. Hein. Et puis la réflexion, rien que les sujets qu'il y a là. Alors, les gros youtubeurs qui sortent une vidéo par semaine et qui font voler des voitures ou qui les rendent télécommandées, mais il faut gérer tout ça. Donc, effectivement, c'est vraiment du gros boulot. Et là, pour le coup, bravo à eux, quoi. Donc, carrément. C'est pour ça que moi, je les aime tous. Hein. Il y a que... Alors, lui, c'est vraiment le goat des goats. Hein. Il est trop fort. Movie Car Central. Son contenu, il est intéressant, mais la qualité de tournage, j'ai jamais vu un truc aussi claqué. Il tourne à l'iPhone 50 minutes où il se filme en train de rouler à travers les États-Unis, où tu as le GPS qui parle en anglais en hurlant toutes les 2 minutes. Comme quand tu me fais un vocal à chaque fois. Mais putain, et les gens adorent. Il fait 40, 50, 60 000 vues par vidéo. J'ai décroché. Hein. Mais le contenu, moi je suis fan de lui parce que j'adore ce qu'il fait, j'adore comment il est, j'adore ses voitures, j'adore sa passion. Lui, c'est un putain de passionné. Un passionné de ouf. Mais alors. La 205 de Papy, là, de Papou, génial. Était trop bien. Mais alors. Fais un effort, je te donne un caméscope. Arrête de filmer comme ça, je n'en peux plus. Je t'adore, Franck. Mais s'il te plaît, fais Et il monte avec CapCut. Et le problème, c'est que souvent, il aligne les rushs, mais il oublie que le rush n'a rien à foutre là. Donc des fois, tu le vois pendant 4-5 minutes de suite sur une vidéo d'1 heure où l'iPhone est tombé dans une poche et il filme. Et tu vois, genre il dit à sa copine là qui est là, ou son copain, il dit bon bah c'est bon, arrête de filmer. C'était bien comme on a filmé et tout. Qu'est-ce qu'on va faire là ? On va bouffer ? Ouais, on va bouffer. Mais genre, il n'y a plus rien qui filme. T'entends la radio derrière. C'est comme quand t'as ta grand-mère qui t'appelle sans faire exprès. Exactement. Ouais, Franck, tes voitures sont incroyables. Ton parcours, il est fou. En plus, il est passé par la Suisse. Il a vraiment un parcours de malade. Il en est maintenant. C'est un truc de fou. Un mini effort, juste prends une GoPro quoi. Ouais voilà, une GoPro, une caméra de vlog. Arrête avec ton iPhone, garde-le pour ton trajet quand tu traverses le Middle West, très bien. Tu peux laisser en anglais parler, mais s'il te plaît, fais un petit effort. Et ça sera vraiment... Là tu vois, il est allé dans le désert pour aller chercher la voiture de Robocop, génial, il a interviewé un mec, c'est génial, mais la prise de vue est tellement claquée, le son est tellement claqué que moi j'ai pas le choix qu'avancer. J'arrive pas, je supporte plus. C'est dommage. Oui. Pourtant, j'ai envie de savoir ce qui se passe, quoi. Mais c'est aussi, là, par contre, c'est l'évolution de YouTube, parce qu'avant YouTube, c'était ça. Hein. Oui, je sais. Tu regardes tout avant, mais il n'y avait pas d'automobile, mais c'était tout du caméscope à la con en 3GP et roule ma poule. Et maintenant, YouTube, ça devient vachement plus pro que la télé, quoi. Bah, il pourrait faire plus que ce qu'il fait maintenant. Oui, voilà. Là, on est quand même en 2023. Quoi. Voilà, faudrait faire un effort. Bon, bref, petit aparté. Tu ne regarderas pas ce podcast, tu l'entendras pas jamais de ta vie, mais on t'aime quand même. On t'aime quand même, et moi, je t'aime énormément, sache-le. Petit point qui découle de tout ça, parce que je sais pas si vous avez vu, mais les gros, style Farine de Blé, style La Boiserie, style tous ces gens-là, ne se filment plus sur route ouverte. Petit changement, depuis une petite année, on remarque ça, il n'y a plus rien sur route ouverte. Et pas que les gros youtubeurs. Et justement, pas que les gros youtubeurs, parce qu'il y avait les gros youtubeurs, on avait remarqué depuis quelques mois qu'ils faisaient attention. Parce qu'on a vu dans la presse qu'ils commençaient à broyer 2-3 voitures qui faisaient du drift. Donc ces mecs-là ont été intelligents, se sont dit « Ouh là là, ça commence à sentir le sapin », et surtout parce qu'eux sont immédiatement impactés. C'est-à-dire que la moindre voiture qui burn sur un parking, c'est la gendarmerie qui les appelle le lendemain de la vidéo. Donc ils ont très très vite été sensibilisés.
Mais là, depuis quelques semaines seulement, c'est pour ça que le podcast arrive à point nommé, on constate quand même sur plusieurs chaînes des changements importants. On a des chaînes comme Akram qui passe son temps à envoyer en enfer des voitures de propriétaires dans sa petite zone industrielle. Là-bas, la rentrée d'autoroute, sortie prochaine. Exactement. Ouais. À bombarder comme un bœuf. Je me suis toujours dit, un jour, soit ça va taper. Bah, il a failli l'année dernière. Mais oui, avec la BM dans le tunnel, là. Ouais. Donc, soit ça va taper, soit un jour, la police va s'y intéresser parce que tu vois les plaques et tout. Eh ben, ça n'a pas loupé. À mon avis, ils ont tellement été emmerdés que si vous regardez depuis janvier, les dernières vidéos qui sortent d'Akram, il n'y a plus de moment où ils accélèrent sur route ouverte. Tu entends à un moment la voiture qui accélère, la vidéo coupe, la voiture ralentit, et là, tu as Akram qui dit « Waouh, ça pousse !» Mais c'est normal, tu ne peux plus. Et même, alors quand tu as 18 ans, quand tu as 20 ans, tu trouves ça génial, c'est fou. Quand tu commences à avoir un peu de plomb dans la tête, tu dis à quel moment les mecs peuvent tourner toute la journée avec des voitures de 600, 700, 800 chevaux et ne jamais rien avoir. Et puis c'est quand même dangereux. Hein. Les mecs qui sont dans cette zone, ils n'ont rien demandé, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un changement. Et puis ils attaquent le plus simple maintenant, la gendarmerie. Ils voient des stories, ils voient des vidéos, et hop, c'est parti. Hein. J'ai l'adresse, j'ai la voiture, on connaît des personnes autour de nous qui se sont fait avoir leur voiture, qui est à la gendarmerie depuis 6 mois, qui passe au tribunal, et on a une chance sur 2 que la voiture elle ressorte un petit cube Lego, quoi. Du coup, ça fait un peu réfléchir quand même. Ouais, non, mais c'est clair que là, maintenant, c'est la réalité. Et enfin, nous, comme il expliquait, on a vraiment des vrais exemples. C'est-à-dire qu'on connaît des gens, ça leur arrive. Donc, les gars, c'est pareil. Si jamais vous créez du contenu, quel qu'il soit, particulièrement sur les réseaux sociaux, Instagram, tous ces trucs-là, faites attention. Faut pas montrer des phases de grosse accélération très dangereuses, c'est-à-dire des vitesses de pointe ou des choses comme ça. Pas de drift autour des ronds-points, pas de drift sur les parkings. Pas de grosses glissades en montagne. Chez vous, faites ce que vous voulez, mais... Pas de wheeling sur des routes ouvertes. Il faut faire super gaffe parce que maintenant, ils chopent les gens et ils chopent les gens très rapidement. Mais très, en même temps, en soi, ok, c'est relou pour tout ce qui est vidéo et tout, mais en soi, c'est normal. T'as une mamie qui arrive en face, tu vois quelqu'un en travers dans un rond-point, la mamie elle sait pas quoi faire, mamie ou pas forcément mamie d'ailleurs, elle donne un coup de volant, carambolage, il y a 4 morts. Hein. Bah oui, non, et mais puis depuis 2 ans, depuis sortie Covid, là où il y avait tous les rassos, notamment dans le nord, autour de chez nous, où t'as les voitures qui faisaient des grosses accélérations au milieu de tout le monde, qui embarquaient 3 mecs et après qui se barraient, et puis t'avais les gars qui étaient en fauteuil roulant à vie, quoi. Ouais, non, ça c'était arrivé pendant 1 ou 2 mois, il y en avait un tous les week-ends, quoi. Et ça a touché aussi les youtubeurs supermoto aussi, moto. On pense à Kikaninac qui fait plus du tout de contenu sur la route. On pense à son pote, je sais plus comment il s'appelle. C'était aussi un iglo de ses morts. Hein. Il faisait un peu le manouche et il était super sympa. J'adorais ce mec-là. Et lui a un peu initié le trop-plein de l'illégalité sur route quand il s'est planté après avoir fait un monstre wheeling en Corse et il a dévalé la pente. Il s'est fait litreuiller et tout. Et là, il s'était fait saisir sa moto. Ça allait super loin. Pendant 1 an, on l'avait plus vu parce qu'il était en sursis. Ensuite, il est revenu tout doucement. Il est reparti. Donc, ça peut littéralement tuer des carrières. Parce que lui, ça a tué sa carrière. On pense à Jorian Ponomarev. Tu connais pas ce gars-là ? Un stunter. On ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé. Du jour au lendemain, pareil, plus de son, plus d'image. On sait qu'il est vivant. Déjà, c'est bien. On sait qu'il va bien. Ouais. Mais c'est pareil. Du jour au lendemain, plus de son, plus d'image. Il était quand même habitué à faire des wheelings, à faire du stunt et tout. Je suppute, personnellement, qu'il a été emmerdé, justement, par la justice et qu'il s'est terré et qu'il va revenir après un petit bout de temps. Mais voilà, ça nuit vraiment aux youtubeurs auto et moto. Et maintenant, il vaut mieux faire ça dans les règles et il vaut mieux mettre un cadre. Donc, quand tu t'appelles la boiserie, que tu as un château, c'est facile. Il a toujours été emmerdé par les flics quand il roulait sans casque et tout. Exactement. Toujours. Oui, et c'était sans Internet en soi. Et c'était une autre époque. Là, maintenant, donc voilà. Donc, c'est pour ça que là, en ce moment, on voit beaucoup de chaînes qui ont perdu aussi toutes leurs vidéos. C'est-à-dire qu'ils ont même mis en privé toutes leurs vidéos. J'ai noté quelques-unes. Hein. Adrien G3. Adrien G3, c'est un mec que j'aime bien. Présentateur un peu à la Akram, c'est-à-dire qu'il monte dans des voitures de propriétaires. C'est beaucoup de voitures très préparées. Ouais. Souvent, il y a des plaques et souvent, les voitures sont très, très préparées. Et souvent, les mecs sont très, très, très chauds. Et elles sont pas légales, quoi, forcément. Ah non, pas du tout. Une voiture préparée, en soi, une reproque, c'est illégal. Hein, donc, Il y avait une Polo diesel de 700 chevaux avec du NOS, quoi. Ouais. Donc voilà, au bout d'un moment, ça peut pas bien se passer. Et lui, c'est pareil, il y a beaucoup de vidéos qui ont été supprimées parce qu'à mon avis, j'ai jamais le fin mot de l'histoire. Hein. Je pourrais creuser parce que je connais 2-3 personnes, mais j'ai pas forcément pris le temps. Mais ils ont mis en privé beaucoup de vidéos qui concernaient des gens parce que ces gens-là ont été emmerdés. Et on voit aussi d'autres youtubeurs qui... Alors, c'était plutôt des youtubeurs middle class, c'est des gens qui avaient entre 100 et 300 000 abonnés. Je me suis noté Banesport.
donc le champion de France. De drift, qui a été emmerdé il y a pas longtemps. Drift, qui a été sacrément emmerdé pour un clip de Jul, avec Locatelli, avec Starfobar, où carrément ils ont saisi les voitures. C'est pour ça que cette année, les mecs font pas le championnat de France de drift avec les BM, parce que les BM ont été à minima saisis, peut-être détruites, je sais pas. Mais ces mecs-là sont repartis à poil. Surtout que, en plus, à partir du moment où la voiture est trafiquée, là c'est destruction, ils cherchent même pas à comprendre. Ah ouais, non mais c'est clair. Mais ces mecs-là, ça leur a bousillé une partie de leur année, voire une carrière, voire un championnat. Tu vois Switch Rider. Ouais, et d'ailleurs, Snapchat et Instagram, story en privé ou pas, c'est pareil. Hein. Ouais. C'est pas parce que vous avez 4 potes qui peuvent voir vos stories que derrière, on s'en sert pas pour autre chose. Hein. Ouais, non, mais faites bien attention. Mais ça, c'est une certitude. Ouais. Et donc voilà, donc Switch Rider, c'est pareil. Il tournait avec Banesport en 2023, dans le coup, il peut pas tourner. Alors qu'ils avaient 2 séries 1, je crois, ou série 3, je sais plus. Bref, ils avaient des BM préparés à mort qui faisaient 800 chevaux. Les mecs ont abusé. Enfin, j'ai vu les vidéos sur la chaîne d'Adrien G3, j'ai vu les vidéos sur la chaîne de Switch Rider. Il n'y a plus de limite. Les mecs, ils avaient une E30 avec un moteur de M3 qui faisait 800 chevaux. Ils étaient à 150 à 4 en drift dans une épingle en rentrée d'autoroute. C'est sûr que ça allait mal finir. Ouais, ça a mal fini. Aussi, hein, mais ouais. Tous ces gens-là ont supprimé toutes leurs vidéos. Ces gens-là, maintenant, longent les murs. Ils attendent que ça passe. Et voilà, c'est pour ça qu'en ce moment, il y a vraiment un changement. Et il y a vraiment aussi un appauvrissement du YouTube Game français. C'est-à-dire qu'il y a des monstres leaders. On voit Farine de Blé. Il y a beaucoup moins de vidéos qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, il y a une vidéo du jeudi, une vidéo du dimanche, 1 ou 2 petits youtubeurs que tu aimes bien suivre. Ouais. Mais il se passe plus grand-chose. Non, mais même mon feed sur YouTube, c'est vrai qu'il s'appauvrit. Et il y a toujours les gros. MXM, il est toujours au rendez-vous, par exemple, mais c'est pas de l'automobile, quoi. Oui, mais au niveau auto... Spécifiquement auto, à part la boiserie, et à part Movie Car Central, quand tu es vraiment fan, ça commence à être très compliqué. Tu peux pas attendre un Farine de Blé une fois par mois. C'est trop peu. Et avant, moi je me rappelle, on était sur un rythme de 2-3 vidéos par semaine par youtubeur. Là, c'est vraiment lourd. Là, mentalement, si t'as pas une prod derrière et que t'as pas des sujets, c'est compliqué quand même. On a le pote d'Akram. Alpha Delta qui est assez productif, pareil, parce qu'il fait pas beaucoup de montage. Donc c'est assez raw ses publications. Puis après, il y a un choix. Hein. C'est soit t'as une vie à côté, soit t'es à temps plein youtubeur, quoi. Ouais, c'est clair. Et il y a un moment, il faut passer le cap, et ce cap-là, il est quand même pas facile à prendre, à se décider, quoi. Ouais, non, ça c'est clair. Mais en tout cas, bon, lui arrive à produire du contenu, mais c'est pareil, c'est du contenu un peu d'initié. Ouais. C'est-à-dire que t'as appris à l'aimer, tu le suis, t'es un peu fan de lui. Ouais, donc voilà, mais le contenu n'apporte pas de neuf, c'est ses aventures, quoi. À la différence d'un Boiserie où même si tu l'aimes pas, tu tombes sur une vidéo tank, tu kiffes ta life, quoi. Puis même des montages de la boîte, tous ces trucs-là. Ouais. Et puis il a une façon d'expliquer, il est ultra pédagogue, Boiserie, tu comprends toujours tout. Mais c'est ça que. Il est trop fort. À mon sens, il y avait que Villebrequin, qui était lui qui était capable de proposer un contenu que même si t'es pas abonné, même si tu le connais pas, tu peux aimer et tu peux t'y intéresser. Alpha Delta 06, là, les dernières vidéos que j'ai regardées de lui, c'est je casse un mur pour préparer mon atelier à Toulouse, je crois. Personne, sauf des abonnés, vont regarder sa vidéo. Ouais, alors là, du coup, je te coupe aussi, parce que tout ce qui est bricolage, préparation d'atelier, on l'a vu avec la dernière vidéo de Boiserie, tout ce qui est bricolage et tout, ça monte. Enfin, déjà depuis un an, c'est... Ouais, c'est vrai. Mais ça monte quand même. T'as pas tort. Mais bon, après, tu regardes quand même pour la personne et tout, je suis d'accord avec toi. Ouais, t'as pas tort. Enfin, voilà. Mais c'est plus de l'automobile, t'es obligé de te diversifier. Ouais, et même d'autres choses. Vodka Prod qui avait fait un projet de fou qui arrive plus, qui lui se rabat sur ce que fait sa maison, quoi. Enfin, il fait des bricolages dans sa maison, il monte des salles de cinéma, il refait son garage, et ça plaît. Ouais, c'est vrai. Moi, j'avais beaucoup suivi quand il montait sa Unicorn House. C'était assez impressionnant. Fou. Ouais. Ah ouais, c'était fou, hein, vraiment. C'est fini. Ouais. On a appris ça il y a pas longtemps, c'est partagé le truc instant, on a fait mais non. En plus, c'est à côté de chez toi. Oui, c'est rangé, quoi. Ouais. C'est à côté de chez la Boiserie, quoi. Oui, c'est surtout ça. Ils avaient fait des vidéos ensemble. Les vidéos, ça n'a rien à voir avec l'automobile, mais les petites des modélismes, les combats de robots qui faisaient Vodka avec les frères Poulain, chez Brico Dépôt. C'était trop bien. Ouais, c'était trop bien. En fait, c'est ça qui manque. Il y a que la Boiserie qui a compris ça, c'est l'entertainment. Ouais. Les chaînes, et ça rebondit très bien avec mon prochain sujet, les chaînes type The Glove Driver. J'adore The Glove Driver, j'adore son contenu premium, j'adore son statut de premium. Et c'est là où justement ça plaît pas trop, parce que lui, il a une classe et il le montre, et il a quand même un style qui est quand même puis il a la classe. C'est pas un pégu comme moi, par exemple, mais
Ça plaît pas. Enfin, ça plaît pas parce que il donne un aspect riche et tout. Et les gens, ça plaît plus, en fait. Ça plaît plus. Au jour d'aujourd'hui, ça plaît plus. Les gens s'emmerdent quand ils regardent. Mais moi, quand c'est horrible parce que j'adore ce mec-là, mais je suis même plus abonné à lui. De toute façon, il publie rien. Non, en ce moment. Il publie une vidéo tous les 2 mois. C'est fini. Ouais. Donc, et ce qu'il fait, ça m'intéresse pas des masses. Il a eu un regain d'intensité avec la collab avec la boiserie, excusez-moi. Oui. Quand ils ont fait avec la M3 Touring. La M3 Touring. Ok, c'était cool. Le feat était improbable. C'est pour ça que c'est intéressant. Ouais. Improbable. Hein. Ils vont vraiment pas ensemble. Hein. Dans le coup, ça m'a peu. Et puis ça se voit dans la tête d'Erwan, dans les yeux d'Erwan, quand il voit Boiserie faire des burns avec sa voiture dans les champs. Tu vois qu'il est pas prêt. Moi, sincèrement, même. Je m'en fous de toute façon. Je suis cash. Je parle cash. Tu sais très bien que moi, je m'en fous. Ça me dérange un peu parce que je sais que c'est forcé. Je le sais. Ça se sentait un peu. Oui. Erwan n'est pas à sa place. Peut-être qu'il aime la boiserie entrepreneur. Oui, c'est sûr. Il adhère pas du tout du contenu de que fait la boiserie. Et la boiserie, mais juste ça le ressemble pas quoi. La boiserie, je suis persuadé que c'est quelqu'un de bien qui veut. Après l'avoir rencontré une fois, il veut l'aider. Il sait qu'il est dans une mauvaise passe. The Glove Driver l'a expliqué sur sa chaîne sur sa page Instagram, a dit qu'il avait eu une mauvaise passe de quasiment 1 an où avec sa KTM Cup là. Ouais, voilà, à la suite de ça, et j'adorais son contenu KTM Cup d'ailleurs, qui m'a un peu influencé pour mes sujets vidéo Lotus sur circuit. Mais bref, il a expliqué qu'il était un peu au fond de la gamelle. Il a fait cette rencontre avec la boiserie. La boiserie lui a dit, écoute, moi, je m'en bats les steaks, c'est-à-dire que j'ai du pognon. Moi, j'achète un château et un tank, une Time 3, je peux te dire que voilà. T'aimes l'automobile, c'est cool, viens, on fait un truc ensemble. Et comme ça va te remettre un petit gain, un petit regain. Le projet était beau, peut-être un peu trop long, mais beau. Le projet était beau, le projet était cool. Simplement, on a la boiserie qui est naturel, qui kiffe ce qu'il est en train de faire, et on a un Erwan qui est pas du tout à l'aise, qui se force, et on le sent tout de suite. Et d'ailleurs, on le voit très bien, c'est que là, sans la boiserie, le contenu de la M3, il n'est pas phénoménal, tu t'emmerdes un peu, et sans la boiserie, ces vidéos, elles font pas de vues. Donc il a pumpé, il a dépassé les 100 000 grâce à la boiserie. C'est une M3, donc c'est-à-dire que maintenant, s'il n'y a pas 800 chevaux dans une voiture, alors, une M3 E46, ça reste une Clio RS quoi. Enfin... Toi, t'es fort en transition, hein, parce que c'est mon prochain sujet. Hein. C'est très très fort. Mais dans le coup, voilà, The Glove Driver, je sais pas où il va, je sais pas ce qu'il a intention de faire. En tout cas, il avait fait des beaux gants. Ces gants, ils étaient très beaux. C'est bien parti. Mais même, c'est qualitatif. Moi, ces vidéos Exige S1, j'ai kiffé. La vidéo de la Lotus Elise, c'est ce que je kiffe. J'ai adoré. Quand il avait essayé le GT4, j'ai adoré. Mais il a perdu quelque chose. Et je sais pas après quoi il court, mais moi, j'adhère plus. Et tout ce qu'il fait semble forcé. Tout ce qu'il fait semble lié à un besoin de faire des vues pour vivre. Et tu le sens tout de suite. Oui, mais lui, il s'éclate pas en fait. Il a expliqué qu'il a eu cette passe où justement le déclic de je quitte mon boulot et je suis à temps plein là-dessus. Monter son entreprise et tout, de vidéos, je sais plus ce qu'il fait exactement à côté, mais je crois qu'il fait un peu de régie ou des trucs comme ça. Ouais, je sais pas forcément, mais bon, bref. Mais oui. J'ai hâte que Erwan se retrouve. Moi, j'aimais bien quand il était chez Rasso West. Hein. C'est très compliqué, Rasso West. Si on a écouté d'ailleurs les podcasts de la boîte à gants, on s'aperçoit que c'est très compliqué parce que c'est un monde aussi de requins, faut pas se leurrer. Mais j'ai hâte qu'ils se retrouvent et pourquoi pas, moi, je trouverais ça intéressant, qu'ils proposent un contenu un peu plus interactif justement à la Rasso West. Alors qu'il se trouve un circuit de Bresse, en mode tuto et tout là. En mode tuto, en mode drift, en mode accès pilotage, parce que c'est ce qu'il sait faire avec des belles voitures. Et là, ça serait bien. C'est ce qu'il a essayé de faire avec la Clio Cup. Oui, mais c'était du contenu sponsor, puis tout le monde s'en tape d'une Clio Cup. Tu vois, rien que la Caterham, qui pour moi est 10 fois plus cool qu'une Clio Cup, une Caterham, déjà, ça n'a pas marché. Alors que moi, j'ai adoré son contenu. C'est vrai. Mais c'est très difficile. Tous ces contenus forcés, sous sponsor, ça marche jamais. Il y a Seb Delaney qui était aussi dans la même... Il n'existe plus, si. Mais lui, il existe fort de chez fort. Hein. J'en entends plus. Il a fait ses podcasts pendant un moment. Mais il fait les podcasts. J'adore ses podcasts, c'est trop bien. Et puis il fait un peu de contenu vidéo. Il est dans sa niche. Il est beaucoup plus lifestyle. Et puis surtout, il a un énorme réseau, quoi. De toute façon, au bout d'un moment, quand tu as fait tous tes sujets, tu pars en lifestyle. Ouais, voilà. Bon, lui, il a l'argent pour faire le lifestyle. Oui. Seb Delaney, j'adore. Monégasque, enfin la turbasque. Il vient de la Turbie, je sais pas comment on dit. Un turbisois. Et puis surtout, Genevois. Et ça, c'est plutôt cool. Tu le croises par là? Tu le vois de temps en temps? Jamais. Des fois, j'ai des gens qui m'envoient des messages sur Instagram. J'ai croisé
J'ai croisé Seb dans sa M3 Touring à Genève. J'ai jamais vu. Après, je connais des gens qui le connaissent. Ouais, voilà. Forcément. Moi, je suis trop petit, je l'intéresse pas du tout. Mais je pense qu'il doit être intéressant, ce gars-là. Je pense qu'il doit être intéressant. Après, il a un carnet d'adresses de malade. Il a vécu des choses de fou. Il a un peu d'argent aussi maintenant, mais il est très fort. Il est franchement très fort. Puis c'est pareil, lui, c'était un car spotter à la base, quoi. Et maintenant, là où il en est, c'est phénoménal. Donc, GG à lui. Mais bon, c'est le genre de gens qu'on voit plus maintenant non plus, quoi. Pourtant, à l'époque, avec Cole, oh là là là, son pote anglais. Mais le contenu qu'ils faisaient, c'était un truc de fou. Ils avaient pris la Twizy, ils étaient partis en Italie depuis Monaco. Il fallait faire la course, ils étaient revenus avec des plats de pâtes ou je sais pas quoi, ça volait dans les tunnels. Enfin, c'était de l'entertainment. Et ça, c'était super cool. La Top Gear où tu as un sujet, tu vas jusqu'au bout. C'est ça. Et pour moi, maintenant, ça devient un peu chiant YouTube. Et ça manque un peu de ça. Tu vois, on va tâcher d'y remédier. C'est bien préparé ici. Là, ça va commencer à arriver. Ouais, voilà, nous on s'amuse. Parallèlement à ça, je remarque quand même une multiplication des tout petits youtubeurs entre 10 et 50 000 vues, enfin 50 000 abonnés. Mais qui sont pas souvent mis en avant par contre. Qui sont pas sous YouTube. Oui, exactement. Qui ont bientôt 300 vidéos, qui bouinent dans leur coin. Qui ont commencé en 2015 et que tu vois jamais. Qui ont leurs petits abonnés, qui font leurs petits projets qu'on voit jamais passer. Alors, le problème, c'est que après ces mecs-là, comme ils sont depuis 2015, soit t'as adhéré dès le début et t'arrives à accrocher. Genre comme par exemple Julien.com. Oui, comme par exemple Julien.com. Non, mais je pense à des mecs. Mais c'est pareil. Enfin, oui. En dessous, mais dans le concept, c'est la même chose. Ouais. T'es là depuis toujours. T'essayes de faire des choses. T'essayes d'avoir des bonnes idées. Il y a des bonnes idées. On a fait des choses qui sont quand même clean. Mais si YouTube ne veut pas. Autant pisser dans un violon, ça fera plus de vues, peut-être. À l'inverse, moi, j'ai vraiment eu envie de faire quelque chose de YouTube. En quoi ? Août de l'année dernière, août 2023, vraiment, juillet-août. Avant, on faisait des vidéos, c'était marrant de faire des vues, mais il n'y avait pas vraiment une ambition particulière. Et vraiment, on s'est posé la question depuis que la vidéo de l'assurance a un peu percé, on s'est dit, il y a peut-être un truc à faire, il faut peut-être essayer. Et après, s'est mis en place peut-être une petite stratégie, parce qu'il faut quand même avoir un plan, quoi. Faut avoir un plan, quoi. Mais jusqu'à maintenant... mais on a toujours quand même essayé d'avoir du bon matos, on a toujours essayé d'augmenter un peu notre qualité, parce que déjà, ça nous plaît de filmer, ça nous plaît de mettre en place toutes ces choses-là. Surtout toi, de réfléchir au concept et moi de l'optimiser derrière. Mais oui, surtout avec la vidéo, là, on s'est dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, je pense que je suis plus passionné par le contenu, par la création... Que l'automobile. Que par l'automobile. Ouais, maintenant, oui. Chaque voiture que j'achète, je me dis, est-ce que je vais pouvoir filmer, faire des photos avec ? C'est malheureux ou pas, mais... Tu réfléchis plutôt à ce que tu peux en faire plutôt qu'au véhicule en lui-même. C'est ça. Par contre, après, derrière, tu prends du plaisir quand même avec le véhicule. Exactement. Mais si j'avais un truc à retenir, ça serait d'abord YouTube. Alors, ça marche pas, particulièrement. Non. Mais je m'éclate. Oui, et ça m'occupe l'esprit, ça me fait réfléchir à des scénarios, à des projets de vidéos. Et puis on s'amuse bien, puis on fait des rencontres quand même. En fait, c'est le concept. Tu fais des rencontres, tu t'amuses, les podcasts, je trouve ça génial. Mais effectivement, moi, la passion automobile, juste à travers les autos, juste rouler avec une auto, oui, sur circuit, j'adore. Oui, mais tu peux rien faire. Non, au-delà du circuit, moi, ça y est, ça m'est passé. Tu peux pas préparer ta voiture même sans être dans l'extrême. Tu peux pas avoir une voiture visuellement qui change parce que tu vas te faire arrêter, si tu vas avoir les emmerdes. Tu peux pas rouler, tu peux rien faire. Moi, j'avais là pendant quasiment un an une Lotus Exige V6 verte. Elle a fait 2 montées de colle. Ouais, elle a fait 2 montées de colle. Elle a plus roulé sur circuit que sur colle. Mais oui, parce que ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. Parce que je deviens peut-être un vieux con. C'est ce qu'on appelle. Un vieux con aigri. C'est ça. Ouais, c'est possible. C'est ça. C'est possible. Dernier petit point du YouTube Game, c'est pareil, on assiste depuis quelques années maintenant, sorti du Covid, à un format de vidéo de plus en plus long. On était sur de l'ultra court, c'est-à-dire 10, minutes. 12, 15 minutes maximum où il fallait surtout pas faire autre chose. À maintenant, 40 minutes, c'est la norme. C'est le minimum. Si tu fais pas 30-40 minutes, les gens rechignent un peu à te regarder. Farine de blé a plié le game en faisant des films. C'est-à-dire que en plus, il le sort à 21h, il est trop fort. C'est-à-dire que tu sais pas, tu vas regarder Thalassa peut-être, ou je sais pas, Question pour un champion. Et non. Et boum, t'as la notif qui sort, et tu sais qu'à 22h30, tu peux aller te coucher, il est trop fort. Et c'est Boiserie qui explique ça, qui dit que les abonnés veulent des vidéos longues, et du coup, il produit des vidéos longues. Exactement. Et la tendance, là, très très récemment, c'est tout neuf, depuis, alors je sais pas quand on va sortir ce podcast, j'espère rapidement, mais depuis mi-janvier, au format extrêmement long.
On est passé maintenant à... Je vois des youtubeurs US, je vois quelques youtubeurs français commencer à le faire, où tu dépasses les 3, 4, 5 heures, jusqu'à Switch Rider qui a fait une vidéo de 24 heures. Tu vois Tavarish qui est en train de restaurer une McLaren P1 qui a fini au fin fond de l'eau suite à un ouragan là-bas aux États-Unis. Il t'a fait une anthologie du rebuild de sa McLaren, donc pas la P1 mais une autre 720 ou je sais plus, 765, non 720 je crois. Bref, je connais pas trop les modèles, mais elle fait 8 heures. Et ça, on y arrive de plus en plus, c'est ce que les gens recherchent. C'est la montée de Twitch pendant les dernières années, c'était ça. C'était de se dire, je peux regarder quelque chose que je choisis, comparé à la télé où tu es forcé de regarder la télé. Là, tu as un contenu que tu choisis avec des personnes que tu aimes. Sauf que le problème de Twitch, c'est que ça reste c'est du live, quoi. Donc il y a des moments où forcément, il se passe rien. Et sur une vidéo de 4 heures, tu regardes quelque chose qui a un minimum que tu es préparé, où du coup, tu peux le reprendre en plusieurs fois, mais tu as du sujet qui t'intéresse sur du long terme, et c'est cool. Tous les matins, tu regardes un petit bout d'un sujet qui n'a pas de creux, il n'y a pas de vide, et ça avance. Exactement. Et puis voilà. Exactement. Et moi, ça tombe bien parce que c'est le contenu que j'adore produire. Forcément, un contenu de... C'est surtout un peu... En vrai, c'est moins chiant aussi, c'est plus facile. Ouais, c'est plus long à travailler. Mais c'est moins rythmé, voilà. T'as moins de contraintes. T'es plus posé. Et après, t'as des ovnis comme Farine de Blé qui sont capables de faire 1h30 où il n'y a pas de temps mort, quoi. Ouais, et là, eux sont très forts. Par contre, tu regardes des vidéos de la boiserie de 45 minutes, c'est souvent la même chose. T'as les sponsors de ses propres entreprises et il a raison. Ouais, après, et puis t'as tout business, à chaque fois le tour du château, à chaque fois t'as le côté je suis bien, je me plains pas. Ça, c'est toujours 5-6 minutes. C'est toujours la même chose. Faut les meubler au bout d'un moment. Mais après, il sort théoriquement 2 vidéos par semaine avec Ronce de Noyer, donc forcément... Moi, je regarde, mais tu le sais... Tu sais que les 15 premières minutes, tu passes un peu. Et même quand tu connais... Les phases d'auto-sponsor, j'ai double-clic et j'avance, quoi. Quand tu connais le montage vidéo, quand tu sais que c'est du remplissage. Tu le sais, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, après, on regarde quand même, donc ça nous inquiète pas particulièrement. Non. Et puis, moi, je préfère qu'ils fassent de l'auto-sponsor que du NordVPN et des trucs à la con comme ça, même si on serait pas contre qu'ils nous sponsorisent aussi, genre Car Vertical, tu vois. Si jamais... Mais parce qu'à force d'acheter des voitures, c'est bien d'avoir les rapports un peu moins chers. Ah, mais oui, c'est quand même mieux que ça soit de l'auto-sponsor. Ouais. Qu'on achète aussi de temps en temps pour les concours et tout. Et puis, c'est une façon de supporter le projet. Ouais, totalement. Il le dit tout le temps, c'est exactement ça. Donc voilà, plus d'entertainment, plus de contenu, moins de passion automobile, ça va être un petit peu le... Mais c'est l'automobile qui veut ça aussi. Oui, voilà, c'est le sujet justement de 2024. Il y a de moins en moins de passion automobile dans ce monde. L'avenir de l'auto en France... Ça évolue parce que l'électrique... Rimac fait quand même des choses de fou. Il y a plein de marques comme ça qui font des choses de fou. C'est intouchable. Oui, déjà, c'est intouchable. Ça devient intouchable. Mais oui, mais c'est comme les hypercars de l'époque. Une F1, une McLaren F1. Oui, mais avant, t'avais les GTI pour te contenter. Maintenant, t'as même plus tout ça. Maintenant, t'as une Abarth 500E avec des haut-parleurs au cul qui font le bruit d'une 500 de l'époque, mais c'est tout. Très compliqué la passion automobile en 2024. Ce fameux malus de 60 000 € qui massacre tout, qui fait qu'il n'y a plus de RS3. Mais même BRZ, Toyota GT86. BRZ, 100 000 €. Ouais. 100 000 € la BRZ. Qui est au juste prix normalement. Ouais, 30 000 neuves. Ouais. 30 000 neuves avec 2-3 options, 35, avec la carte grise, 37, plus 60 000. C'est ça. Allez, donc, c'est ciao. C'est intolérable. La GT4 RS qui serait ma voiture de rêve ultime, 200 000, prix d'achat. Mais genre même pas, elle vaut même pas 200, elle vaut 160 je crois. 160 avec 2-3 options, allez, un peu moins de 200, mais tu la sors à 260. Ouais. Et pourvu que tu arrives à en avoir une, tu la trouves à 280. Et puis, en plus, la GT4 RS... et par la hype qu'il y a eu dessus, ça lui a fait augmenter sa cote, mais juste le malus aussi, totalement. Oui, non, mais le malus, c'est les Alpines. 100 000 € une Alpine. Les premières, tu les touchais à 50. Déjà 50, c'était déjà chiant. 50, c'était cher pour un 4 cylindres français. Donc j'adore les françaises, mais là, non, faut pas déconner. Et là, maintenant, 100 000. Non, tout. Et paradoxalement, on n'a jamais vu autant de grosses voitures dans ce monde, sur les réseaux sociaux et tout ça, que maintenant. Et je sais pas comment ils font. Moi, quand j'étais jeune, la voiture ultime, c'était une NSX, ça valait entre 25 000 et 30 000. On se disait, comment on va trouver 25 000 € à mettre dans une voiture ? C'est exactement mon cas aujourd'hui. Je voudrais une Z4M coupée et c'est 35-40. Peut-être que tu vas pas m'expliquer, parce que moi, tous les jeunes de Instagram, pareil, créateurs de contenu sur YouTube, ils sont tous en M2, M3, M4, des voitures à 50, 60. 50, 60 000, mais comment font-ils ? Et pourtant, ils travaillent
enfin, ils ont un boulot qui est normal, ils gagnent leur vie de façon raisonnable, ils sont pas au SMIC, loin de là, et bien heureusement pour eux. Mais enfin, on n'est pas non plus... non, mais on assiste, en fait, et moi, ça me dérange parce que c'est pas la réalité. C'est la normalisation de la grosse voiture. Enfin, voilà, c'est la normalisation de quelque chose qui est... n'est pas normal. extraordinaire. D'avoir une M3, c'est extraordinaire. Ouais. Quand à 20 ans, tu exposes une M2 covering avec 600 chevaux, machin et tout ça, tu sais qu'il y a 60, 80 000 balles dedans, et que tu montres ça sur les réseaux sociaux, tous les jeunes qui galèrent, parce que tous les autres galèrent, en fait, il y a 2-3 qui montrent ça et les autres galèrent, et qui sont à 1 600 € en tant que plombier dans le nord de la France, ça les frustre. Le sud de la France. Oui. Le nord de la France. Le nord, le sud, peu importe. Mais tu vois ce que je veux dire. Ça frustre les gens. Et ça rend les gens de mauvaise humeur et ça rend les gens aigris. Et les réseaux sociaux, c'est pas la vérité. Mais c'est surtout que ça entache quand même pas mal aussi la passion de l'auto, parce que du coup, quand tu viens avec une voiture qui a une histoire, qui a du potentiel, mais qui fait pas 600 chevaux, bah on te regarde et puis on dit, bah t'es une grosse merde. T'as pas un M2. Bah écoute... c'est la normalisation de l'extraordinaire. Même une M3 E46, enfin, c'est quand même 340 chevaux, c'est une voiture de légende. Need for Speed, tous ces trucs-là, et aujourd'hui, ça n'a plus aucune valeur aux yeux des gens. Ça n'a plus aucune valeur. Par exemple, tu vois le contenu Red Bull. Et Red Bull, à l'époque, je sais pas moi, il sautait sur la Grande Muraille de Chine avec une supermoto. Ouais, c'est vrai. Ça faisait le tour du monde. C'est vrai. Ça passait au JT de 20h. Maintenant, les mecs se jettent avec des motocross en parachute depuis une montgolfière. Mais c'est arrivé, hein. Les gens regardent même plus. À part si c'est Tom Cruise pour son nouveau film. Oui. Mais c'est extrême. La Boiserie achète un tank. Genre, t'en parles une semaine. Ouais, c'est ça, ouais. C'est la banalisation de l'extraordinaire. Au jour d'aujourd'hui, t'es dans une société où, en fait, t'as tout vu, t'as tout fait, t'as tout constaté, t'as tellement tout imaginé. Oui, mais ça contredit aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qu'on attend aussi. L'entertainment, t'as pas le choix. Mais c'est là où est le paradoxe, c'est-à-dire que va faire plaisir à des gens qui ont tout vu. Va faire plaisir à des gens. Donc c'est la course à l'escalade, c'est la course au pognon. De toute façon, on le voit à la Boiserie. C'est toujours plus. La Boiserie, dans pas longtemps, il a un avion de chasse. Enfin, mais il va arriver. Il en parle tellement que... Oui, un hélicoptère, un avion de chasse. La dernière fois, il y en a un qui est passé, il dit ça, c'est un particulier qui a un avion de chasse. Mais oui. Donc lui, dans 2 mois, 1 an, il en a un. Non, mais en fait, c'est fou. C'est vraiment fou. Et je trouve ce monde un petit peu... il devient fatigant parce que tu es toujours à la recherche du plus. Et même quand tu crois avoir fait un truc de ouf, tu tapes sur Instagram, en 2 minutes, tu as trouvé 10 fois pire. Bah, tu vois, même les pilotes tout a été fait. De F1 et tout, métier pilote de F1, dans ton CV, ça claque de ouf. Bah, même eux, ils sont obligés de faire des feats et des choses différentes parce que c'est pas assez extrême. Et moi, je trouve ça dommage parce que justement, à l'époque, allez, je dis, il y a encore 15 ans, quand tu étais une star, t'étais une star. T'étais une superstar. Maintenant, c'est tellement le cross-community, c'est tellement les collabs de partout que tu as un Esteban Ocon, que j'adore, qui est un pilote de F1, c'est-à-dire que c'est parmi les 20 meilleurs pilotes du monde, c'est l'élite. Ces mecs-là devraient être intouchables, ou en tout cas, ils devraient avoir un vrai statut de superstar. Tu le retrouves en train de chiller à la terrasse du VIP room avec une chiche à la main, avec la Boiserie. Alors, j'ai rien contre ça, c'est vrai. Mais en fait, ça banalise le truc. C'est genre... Ouais, c'est un pilote de F1, et alors ? Mais inversement, quand tu vois donc c'est du Gasly et Leclerc avec Squeezie faire une vidéo imposteur, où le feat, il est improbable. Oui. Bon, GP Explorer et tout, je suis d'accord, mais c'est improbable et c'est génial de voir ça sur YouTube. Exactement. Mais tu mélanges des populations qui, à l'époque, ne se seraient jamais mélangées. Mais d'un autre côté, tu moyennes la chose, en fait. Plus personne n'est célèbre. Plus personne n'est vraiment une star, tout le monde est un peu connu, mais genre, avec tout ça, demain, il y a un mec de 18 ans qui croise Esteban Ocon dans la rue, il va dire « Salut Esteban, GG, ta dernière vidéo avec la Boiserie, allez, ciao !» Tu vois ? Oui. Alors que normalement, je sais pas moi, tu devrais être en transe. Mais tu dis je suis passionné de F1, c'est un truc de fou. Nous, on avait rencontré Romain Grosjean à Bourg-en-Bresse avec mon pote Stéphane qui est passionné de F1. Il en pouvait plus de la journée. Et mais moi aussi, et pourtant je regardais pas encore la F1 à cette époque-là, mais c'était trop fou. Mais parce que c'était à cette époque-là. Mais après, une personne n'est pas un dieu, quoi. Il y a un moment, c'est vrai que ça banalise aussi le fait que tu peux faire quelque chose de fou et c'est pas pour autant que
Enfin, tu vois, c'est pas Maria Carré, quoi. Il y a que Maria Carré qui se prend pour une reine. Je trouve ça un peu dommage. Parce qu'on a besoin d'icônes. Il y a une juste limite. On a besoin d'icônes. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus d'icônes. C'est difficile d'en avoir. C'est difficile. Il n'y a plus d'icônes. Et puis, tout le monde se doit d'être accessible et tout ça. Donc, bon, bref, ça, c'est un juste milieu, quoi. C'est compliqué à doser, à expliquer. C'est compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, voilà. Si vous avez des exemples. Est-ce que ça vous intéresse plutôt d'avoir des superstars accessibles, où finalement, on peut se dire, bon, on peut les croiser à chaque coin de rue, on les retrouve dans différents comme les contenus, youtubeurs, par exemple. Voilà, YouTube, des choses comme ça. Ou est-ce que ça vous manque le fait d'avoir une superstar à la Schumacher, par exemple, ou à la Loeb, à une certaine époque, avant qu'il traîne avec le Saint GMK passe droit, on l'appellera comme ça. C'est le seul qui a le droit de mettre en Y des voitures de 1000 chevaux à la Turbie sans qu'on lui dise quoi que ce soit. Et puis, il a rendu le truc légal parce que carrément, il l'emmène en enfer le prince de Monaco. Le prince, Bref, petit aparté. Mais moi, je suis plutôt de l'époque où, effectivement, j'aimais ce statut de superstar et dire, il y a des mecs qui sont au-delà de tout. Quand tu vas voir quelqu'un en concert, que tu arrives à le croiser après, ou un acteur, t'es content. Et puis tu t'en souviens à vie. Là, aujourd'hui, tu croises un youtubeur. Toi, t'avais croisé Villebrequin, par exemple, en bas de ton boulot, chez Caro Gatti. T'es en mode, cool. Puis surtout, je sais pas, puis ça a évolué, en fait, c'est différent. T'as même plus la monstre envie incroyable d'aller les voir, parce qu'en fait, tu les connais, donc tu te dis... Oui, c'est ça. Ouais, je les ai vus, ils sont en train de faire une leur photo, truc, je regarde sur YouTube. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est un peu dommage. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Donc voilà pour ce petit sujet-là. Après, voilà, l'automobile 2024, pas forcément très simple. Petit point intéressant, c'est que après nous avoir volé à nous vendre 3 fois le prix des voitures électriques, c'est en train de se calmer. C'est-à-dire que c'était rendu à 50 000 balles une Mégane électrique. On est sérieusement redescendu. Avec merci. des écrans de merde et tout. Merci Tesla qui a sérieusement baissé les prix. Merci MG qui a dit ah ouais vous me supprimez le bonus éco. Moi je baisse de 6 000 balles mes voitures. Donc ça a tout tiré vers le bas et en fait les niveaux de marge, parce que les mecs se sont gavés, les niveaux de marge se sont vraiment moyennés et se sont vraiment dégradés. Donc tant pis pour les constructeurs automobiles, tant mieux pour nous, parce que au bout d'un moment, fallait arrêter les conneries, quoi. La dernière grosse, moi ce qui m'avait marqué, c'est la dernière Fiat 500e à 79 € par mois. Ouais, incroyable. Et qui t'as 200 km d'autonomie, t'as une Zoé en mieux, quoi. Clairement. Non mais c'est incroyable. Une gueule de fou, n'importe qui. Moi j'y pense encore d'ailleurs aujourd'hui, mais c'est la bonne alternative. T'es en ville, t'as une voiture électrique, ça te coûte le prix d'un plein. Pour moi, Fiat, ils ont plié le game. Ah ouais, là-dessus, c'est génial. Mais c'est bien que ça ait changé. Pareil aussi la Dacia, la petite Spring et tout. Non, mais la Spring était bientôt à 20 000 €. Faut arrêter. Et là, maintenant, tu la touches à moins de 100 € par mois. Ouais, mais c'est très bien. Donc ça, c'est très bien. Donc l'électrique, moi, je suis pas contre. Apparemment, il va falloir y passer. Très bien, mais c'est surtout que maintenant, 2024, c'est l'ère des véhicules électriques accessibles. Ouais, mais après, c'est un peu plus cher que les véhicules essence et tout ça, mais bon, déjà, on t'oblige à acheter ça, donc soit, en tant que bon mouton, il faut que tu l'achètes, de toute façon, t'as pas le choix. Mais au moins, maintenant, c'est accessible. Donc ça, c'est plutôt bien. Deuxième point aussi, c'est qu'on voit enfin arriver des véhicules de sport électriques. Donc on pense... C'est prévu, mais c'est pas encore vraiment là. On pense à Hyundai. La Hyundai, la Ioniq. Ioniq 5N. Hyundai qui ont toujours été du sport en plus. 600 et quelques chevaux avec une fake boîte de vitesse séquentielle. Donc qui donne des petits à-coups. Ou la Tesla Plaid l'année dernière. La Tesla Plaid, mais c'est un autre registre encore. Pour moi, c'est une supercar électrique. Taycan, c'est pareil. Mais plutôt, on va dire alors l'arrivée de GTI sportive. Ouais. Pour clarifier le truc. Ouais. Tu vois la MG Roadster qui arrive. Tu vois la Boxster, Porsche Boxster qui arrive, Elec. Le futur Macan électrique et le Cayman électrique, non ? Oui. Ça, c'est dans plus longtemps, mais c'est dans les tuyaux. Cayman, ça va arriver à mon avis en même temps que le Boxster. Macan, pour moi, c'est pas une sportive, donc tu peux la classer. Ça reste une Porsche quand même. Oui. T'as un esprit dynamique. Mais Hyundai. Oui, et tu vois l'autre marque coréenne. Kia. Kia. Ouais. Kia, ils en ont une aussi, je me rappelle plus le nom. Mais eux commencent à sortir des voitures qui font plus de 500 chevaux en élec, qui ont clairement une ambition d'être marrantes, d'être fun. La Ioniq 5N est là pour vocation d'être fun. Elle a un mode drift, elle a une boîte séquentielle électrique. Là, tu l'achètes parce que t'es passionné. Ça, je suis d'accord. C'est l'électrique, tu te mets au pli, tu dis je vais essayer, j'ai rien à perdre. C'est une voiture de course. Enfin, c'est une GTI sportive.
Par contre, moi, je suis pas pour mettre 500 chevaux dans les mains de tout le monde. Enfin, les Tesla, ils ont fait ça depuis des années, et tu vois le carnage que c'est. Ah oui. Et puis tout le monde n'a pas besoin de 500 chevaux. Non, une centaine de chevaux. Ça, c'est un autre sujet. C'est qu'effectivement, au bout d'un moment, les mecs, ils se plaignent qu'il n'y a pas d'autonomie, mais c'est normal, ta Tesla, elle fait 600 chevaux, mon ami. Donc, puis divise par 2 la puissance. Mais 250 chevaux, ça sera déjà beaucoup plus que n'importe quelle voiture, et tu auras de l'autonomie. Mais ça, je pense que ça va revenir. On va retrouver des voitures qui ont 100 chevaux électriques et qui feront 600 km d'autonomie. Grâce à Ford, grâce à MG, grâce à Renault. Parce qu'on n'a pas besoin de 600 chevaux pour se déplacer. Aujourd'hui, toutes nos Clio, elles ont 80 chevaux, la Mégane, elle a 115, voilà, c'est très bien. Et ben ça, c'est en train d'arriver. Je pense que 2024-2025, c'est l'âge de la raison pour les voitures électriques. C'est possible. Et il y aura un vrai détachement entre les voitures du quotidien électrique, qui auront une forte autonomie. Et les sportives. Et qui auront une puissance modérée, et les sportives. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est justement, c'est fini, enfin c'est pas fini, c'est que le début, mais on a passé l'ère des hypercars électriques, ou des super sports électriques type Taycan, type tout ça. C'était l'arrivée de la techno aussi. Oui, donc, bien sûr. Mais là, maintenant, on va voir arriver des GTI électriques. Ouais. J'espère qu'ils vont sortir une Renault 5. Non, elle est sortie. Oui, mais elle est d'ailleurs au salon de l'auto fin février. Mais est-ce qu'ils vont sortir une version sport une R5 Turbo, qu'ils vont l'appeler probablement. Ouais, ou RS, pourquoi pas. Faites mélanger les époques. Ah, je crois qu'elle va partir chez Alpine. Il me semble que ça sera la Alpine R5. J'en avais parlé avec un concessionnaire Renault un jour. Et ben, ça serait génial. Mais en tout cas, ça, je suis très content. Et pour le coup, pourvu qu'ils arrivent à mettre vraiment le Saint Graal, ça serait une boîte méca. Ouais, le mec qui va mettre Vanderkoy Auto, là où j'ai acheté mon Exige, a une marque et il fait des Lotus Elise avec un moteur électrique et une boîte méca 5 rapports. Un rétrofit, mais uniquement du moteur, quoi. Incroyable. Le constructeur auto qui va sortir une voiture, une GT4 par exemple, Porsche Cayman GT4, moteur électrique, boîte de vitesse manuelle, va plier le game. J'attends que ça arrive. Et là, je pourrais commencer à m'intéresser. J'y achèterai pas quand même parce que ça va coûter cher, mais j'aimerais vraiment l'essayer. Si quelqu'un veut vraiment continuer à s'intéresser à la passion auto, ça c'est prévu, c'est sûr. Il va falloir le faire. T'as pas le choix. Mais ça, je suis plutôt content. Même si tu dégrades les sensations parce que et là c'est vraiment dégradé parce que t'as plus le son du moteur et de l'échappement. Ouais. Si t'as quand même un plaisir de conduite digne d'une GTI, quelque chose qui est dynamique, avec une boîte qui verrouille à mort et qui te procure des sensations, ça peut le faire. Oui. Ouais, non, mais clairement. Ouais, carrément. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. La compète auto en voiture électrique, il n'y a pas encore de sujet. Bah, il y a la Formule E depuis 5-6 ans, mais... Ça intéresse personne. C'est un carnage. Ça intéresse personne. Puis surtout, ils en ont tellement rien à foutre que c'est plus l'auto-tamponneuse que... Je suis passionné de sport auto. J'ai, dans ma salle de sport à Genève, le champion, apparemment, de Formule E. On m'a dit ça, de Formule E. J'étais en train de boire mon petit caf il y a quelques semaines. Et tu vois un gars arriver. Et il y avait un gars qui était en face de moi. Et le barman avec qui je m'entends bien, il me dit: ah, tu sais qui c'était en face là? Je dis non, c'est machin, un truc, champion de Formule E et tout. Depuis la 3e année de je sais pas quoi. Je connais pas. Je connais pas. Et puis je m'en fous en fait. Ouais. Ça m'intéresse pas. De toute façon, c'est pas mis en avant, mais peut-être que dans 10 ans. Ouais. Mais ils ont vraiment fait les forceurs sur la Formule E. Ils ont les meilleurs circuits de ville et tout. C'est incroyable. Tu vois, ils peuvent tourner à Paris et tout. Mais ça n'intéresse personne. Parce que le show, il est claqué. Je suis désolé. Et puis t'entends des piles tourner. Bon, ça, c'est mon côté vieux con. Non, mais je suis un peu d'accord avec toi quand même. En fait, c'est pas encore la bonne recette. Il faut qu'ils retrouvent un truc. Mais même le Paris-Dakar, enfin, c'est plus Paris-Dakar, si c'est Paris-Dakar qu'on l'appelle encore. Bref. Le Dakar, on l'appelle. Ouais, qui se passe à Dubaï, là. Avec leur voiture électrique. Ils ont des rallye raids électriques. C'est marrant, mais tu t'emmerdes, quoi. Donc, j'ai hâte qu'ils trouvent la bonne sauce, la bonne recette pour pouvoir rendre ça marrant et donner envie aux gens de. Mais pourquoi pas des caisses de drift, en vrai? Pourquoi ils ne s'orientent pas ça vers le drift? Énormément de couples. Oui, mais le drift, c'est un spectacle. C'est du bruit, c'est des flammes, c'est des pare-chocs qui explosent. Ouais, mais... Une batterie, tu vas faire le moindre choc, c'est mort. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'ils peuvent arriver à trouver la bonne, le bon montage pour arriver à avoir un bruit cool, faké, et pour avoir 1000 chevaux, 150 Nm de couple qui crame absolument tout ce qui bouge.
Ça pourrait être marrant. Et du coup, inversement, on ouvre du coup ce genre de spectacle à n'importe qui. Ouais, la voix à n'importe quoi. Il y a toujours le juste milieu où en fait depuis le début on dit des trucs qui vont bien, des trucs qui vont pas, et en fait c'est parce que c'est toujours dans l'extrême quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est dur à doser. J'ai hâte de voir l'avenir parce que ça arrivera fatalement c'est sûr. Du sport automobile en version électrique. Ça m'intéresse de savoir. En attendant, on a quand même 2-3 petits championnats cool et notamment un championnat que je voulais présenter et aborder en 2024 qui a commencé en 2023. C'est le Super Berlin 2.0, championnat français qui reprend les codes du touring car. Donc des berlines, il y avait BTCC, il y avait toutes ces choses-là à l'époque où vraiment tu prenais des berlines allemandes, japonaises, peu importe, françaises et tu leur mettais françaises, tu leur mettais des gros moteurs et t'allais te battre sur circuit avec ces trucs-là. Et quasiment le plus stock possible. Enfin, c'est assez contrôlé quand même, mais bon à l'époque. Moins qu'aujourd'hui. Ouais, c'était des moteurs de malade. Il fallait que le châssis, c'est tout quoi. Voilà, c'était slické de ouf. Quand c'était plus une Laguna et c'était plus une 320i. Hein. C'était préparé à mort. Il y avait les Volvo, les séries 7 là, 740, 740, 750, les cercueils ambulants. Ouais, c'est ça, avec des gros moteurs et ça a donné lieu à des passes d'armes incroyables. Moi, je me rappelle, j'ai fait ma soutenance d'anglais en bac sur ça. Moi, je l'avais fait sur une Fisker électrique. Ah ouais. Moi, j'avais dit. It's a German Championship. Oh, la prof en face était là. Oh, putain, bravo. Putain, bravo. Félicitations. Bravo. 3 sur 20. Hop. Incroyable. Allez, dégage. Je savais pas quoi dire d'autre, mais bref, ça m'a marqué. Et dans le coup, des Français là ont lancé ça en même temps que la Coupe de France, des championnats de France, Coupe de France. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un championnat pareil accessible où tu as des petites voitures promo et puis tu tournes là-dessus et tu te bats à catégorie équivalente. Ça c'est cool, tu peux commencer à faire des choses avec des voitures accessibles. Oui. Enfin, accessibles qui du coup à cause de ça montent en tarif. Exactement. Mais restent quand même accessibles, c'est-à-dire que tu as une voiture pour moins de 4000 et pour un budget de 10 000, ce qui est... Ouais, j'avais étudié le truc, c'est entre 10 et 20 suivant ce que tu veux faire. 20. Mais par contre, c'est super bridé. Et pareil, le poids minimum est limité, la puissance est limitée, c'est que des 2 litres. 2 litres 16S. D'origine. T'as pas le droit de toucher à la boîte de vitesse, t'as pas le droit d'ouvrir le moteur, t'as pas le droit de mettre. Des vis ARP, tout ça, t'as pas le droit. Non. Donc, t'as un setup de suspension, ce qui fait mal parce qu'il y en a quasiment pour 4000 balles le set. En fait, c'est le plus cher. Qui sont chez KW, je crois. Mais dans le coup, les voitures sont très égales. Et moi, je m'étais intéressé à faire ça avec une Primera P11 GT qui était éligible. Mais seulement j'ai pas le temps de me bloquer 7 ou 8 dates dans l'année pour aller parcourir la France pour faire ça. Mais au niveau championnat, j'ai retenu ça, plus la Caterham Academy, plus la Coupe de France là. Mais la Caterham Academy, c'est encore plus exclusif parce qu'il faut acheter une Caterham. Même si t'en as à 10 000 aussi. Hein. Ouais, mais elle est accessible et elle se revend. Donc c'est qu'une mobilisation d'argent à un moment. Mais c'est différent, c'est pas une voiture. Oui, c'est pas une voiture, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec Là, toi. T'achètes une P11, t'achètes une 320, t'achètes une Laguna. Enfin, t'as une caisse dégueulasse que tu sticks, que tu vas chercher des sponsors, t'as une vraie bagnole quoi. Ouais. Et puis c'est une voiture. Tu réfères à une histoire aussi, c'est cool. Ça, je suis d'accord avec toi. J'avais pas vu ça comme ça. Mais dans le même concept, par contre, je suis d'accord. Oui. Des petits championnats accessibles comme ça où t'as pas 26 dates dans l'année, en soi, ça t'engage à rien. Si t'y vas pas, tu perds juste un peu d'argent. Ouais. C'est tout. Ça te mènera probablement nulle part, quoique. Mais juste, tu kiffes. Et c'est beaucoup plus accessible que typiquement une Clio Cup, quoi. Oui. Tu vois, parce que les Clio Cup, les budgets, attention les voitures. Hein. Déjà, une Clio RS, c'est 20 000 stock. Bah oui. Clio Cup, on en a pour 35 000. Préparé et tout ça. Donc, c'est des championnats open. Je suis content qu'il y ait ce genre de championnat. Et t'as pas besoin d'équipage en plus. Non. Ils étaient en 2023, ils étaient 6 ou 7 à tourner, je crois même pas à 6. Il y avait une 156, il y avait une ou deux BM et puis 2-3 trucs comme ça. Et là, le nombre de voitures qui se préparent en 2024, j'en ai vu une quarantaine. Ouais. Donc c'est très bien. Je suis très content. Inversement, quand tu es passionné des voitures des années 90, et t'es dans la mouise parce qu'il n'y a plus une Primera GP qui traîne, il n'y a plus une 320i qui traîne, enfin pas 320 parce que si 320 de parce que c'est 150 chevaux max. T'as plus une 320i qui traîne, t'as plus de Mazda Xedios, t'as plus de Laguna, t'as plus de Laguna. Les MX-5 aussi avec le MX-5 Cup. Oui. En fait, toutes les voitures que tu pouvais t'acheter à bas prix, jusqu'à 10 000 balles, mais il n'y en a plus, en fait. Et là, le bon budget aujourd'hui, c'est 20-30
pour avoir une voiture sportive qui tient la route et qui ait du plaisir avec une histoire. Ah ouais ? Bah dis-moi quoi. Bah, je reviens dessus et je me suis longtemps posé la question. Pour moi, aujourd'hui, la voiture qui change, qui te permet d'avoir des sensations, qui te permet de faire du circuit, qui te permet de faire de la route, Subaru BRZ ou GT86. Je vois rien qui... Sinon, t'as des Golf. Je dis pas que Golf est pas bien ou pas, mais une voiture sportive qui a de la gueule, c'est soit une BRZ, soit un coupé de place, style Z3 et tout, ou Z4, ou MX5 NB, ND. Mais c'est dans ces eaux-là, quoi, ces trucs-là. 20 000. Ouais. Si t'es passionné, tu peux t'orienter vers Z3, Z4. Tu peux prendre les premiers Boxster, effectivement. Premier Boxster, même tu prends que du S, parce que le 2 litres 5, bon, bah, il est pas très fin, il se passe pas grand-chose, quoi. 2 litres 7. 2 litres 7, du coup. Ouais. Mais oui, mais ça commence, c'est déjà beaucoup plus cher. Ouais, mais non, c'est ce type de voiture, quoi. Justement, ça c'est un sujet. Qu'est-ce qu'on achète comme voiture en 2024 quand t'es quelqu'un de normal ? Alors, normal jusqu'à 30 ? Allez, c'est déjà un beau budget. Normal jusqu'à CSP+, avec un crédit, c'est-à-dire jusqu'à 50. 50, moi je l'ai pas le crédit. Hein. Tu l'as pas le crédit. Bon, c'est parce que je suis un vieux con. Moi je te dis 30, et pourtant je gagne déjà plutôt bien ma vie. Hein. Ouais, bah allez, 30 000. Qu'est-ce que moi j'achète à 30 000 ? Moi, si je sais, 30 000, j'essaye soit de me trouver un M3 E46. C'est ce que j'allais dire. Rincé. Un Z4M coupé. Ou avec ce moteur-là, quoi. Un M3 E36. En 3 litres, en 3 litres 2, t'as les deux, je pense. 3 litres 2. Et ouais. Je pense que ça commence à monter. Hein. Même les E46, à mon avis, pour ça, c'est pour du sportif. Et après, si tu veux du plus grand public, en fait, il y a que les Allemandes qui sont trop forts pour ça. Mais tout ce qui est BMW, M5, les anciennes, ou les séries 7, les 750 avec les V12 et les V8, ouais. Ou chez Mercedes, les trucs équivalents, là, les classes C et tout. Ouais. 63 MG. Ouais, t'as 30 000. Bah, t'en trouves une de Dubaï rincée, quoi. Ouais. Non, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Japonaise, qu'est-ce que t'as à 30 000 ? T'as une vieille Civic Type R, une FK2. Super. Toutes les nouvelles, maintenant, c'est hors de prix. Enfin, elles sont à plus de 100 000. Ouais. Moi, je suis fan de Honda, donc je peux rien dire. Un S2000. S2000 à 30 000. T'en as, mais... si, t'en as, mais c'est pas... Voilà. T'es pas le plus beau. Hein. Bah, c'est surtout qu'en plus, les japonaises, dans le temps, c'est quand même pas les meilleures des carrosseries. Pas les japonaises. J'en ai une, j'ai enlevé un sticker, j'ai laissé la moitié de la peinture sur le sticker. Les japonaises, c'est le sang de la veine. Oui, bah, maintenant j'aime ça. Je rêve d'une Integra Type R. Non, c'est 34. Ah. Non, il y a des gens qui mettent ça à 34. Allez, 28. Mais non, c'est 20 000 une Integra Type R maximum. Vas-y, sors-moi-en une à 20 000, on rigole. Mais Integra Type R, le problème dans tout ça... La moins chère et la plus belle que j'ai trouvée, c'est 24. Le problème dans tout ça, justement, c'est pas parce que tu as le budget... Enfin, moi, c'est comme ça que je raisonne. Hein. C'est pas parce que j'ai le budget que j'accepte de mettre 28 dans une Integra Type R. Ouais. Pour moi, une Integra Type R, ça vaut 12,5. Ça a toujours valu 12,5. Mais ça valait 12,5, j'étais pas né. Oui, je m'en fous. C'est ce que ça vaut. C'est ce que ça vaut. Ça vaut pas 28. Mais c'est comme une 205 GTI avec le 1.6 litre. Ça vaut 50 000 balles. C'est pas normal. Enfin, c'est pas que ça vaut. Aujourd'hui, c'est le prix. Bah, dans quelle voiture acheter en 2024 ? J'achète pas ça. Ah non. Parce que ça les vaut pas. Non. Et au bout d'un moment, c'est pas parce que tu peux les acheter que tu vas acheter ça. Enfin, faut être stupide. Alors oui, la cote est monte, t'aurais dû peut-être l'acheter parce que dans 2 ans, ça vaudra plus cher. Non, au bout d'un moment, faut voir ce que t'as pour le prix. Quand tu vois une Clio Williams, qui est une voiture incroyable, c'est formidable. Mais une Clio Williams, c'est bien jusqu'à 15 000 balles. Mais 30 000 balles dans une Clio Williams, tu rentres dedans, tu démarres, tu dis j'ai fait une connerie. Ouais, en vrai, grave. Non, mais c'est sûr. T'ouvres la porte, tu dis j'ai fait une connerie. Ouais, non, mais en vrai. Mais là, aujourd'hui, à 30 000, du coup, tu es obligé de taper dans les voitures entre 95, 95 et 2015 maximum. Ouais. Bah, c'est pas les plus belles années d'automobile, quoi. Moi, 2024, quelle voiture acheter ? Je te le dis, Lotus Elise, entre 20 et 30 000. Et en plus, les cotes des Lotus ont toujours globalement tenu, hein, pour le coup. Oui, bah, elles ont toujours tenu. Elles sont montantes quand même globalement. Mais il y a quand même quelques... Ça reste raisonnable. Ouais. Oui, moi, ma première Lotus, je l'ai achetée 12,5. La deuxième, la bleue, qui fait du circuit, je l'ai payée 20. Mais c'est une LHD d'origine monégasque. Maintenant, une Elise S1 LHD, ça vaut 27, 28. Ouais, mais ça intéresse plus personne parce qu'une Lotus, tu peux rien en faire. Tu vas pas faire tes courses avec, tu vas pas en vacances. Non, mais c'est une voiture passion. Et c'est une voiture passion. 27, 28. C'est pour ça qu'elle ne monte pas encore trop. Si c'est un beau modèle original, oui. LHD d'origine qui est propre, je peux les mettre. Pareil, il y a un bon plan, une voiture sous-cotée. Je vous le dis, c'est une exclue, les amis. La voiture qu'il faut acheter avant que les gens réalisent que ça existe, c'est l'Opel Speedster. Opel Speedster, ça vaut moins de 20 000.
Tu en as avec un 2 litres de Atmo qui est assez coupleux, qui est super sympa. C'est le V6 ? Non, 4 cylindres 2 litres 2. Et tu as une version 2 litres turbo. Sur la base du châssis de la Lotus Elise S2. Cette voiture, personne pense qu'elle existe. Tout le monde l'oublie. Elle est moche à mort. Elle est moche à mort jusqu'à ce que les gens se rendent compte qu'en fait, c'était cool. Et ça, il y a toujours un moment où un truc comme moche... c'est moche à mort, mais qu'est-ce que c'est cool ? Non. Ah si, c'est moche. C'est pas moche. Une Civic Type R EP3, c'est moche. C'est un monospace miniature. Ça, c'est moche. En plus, c'est fondamentalement une mauvaise voiture. Le moteur est bien, la boîte de vitesse est pourrie, la commande, la direction est nulle électrique, c'est nul. Par contre, le moteur arrache. Mais c'est pas une bonne voiture. Le moteur est génial, c'est tout. Mais voilà, pour moi... Par contre, est-ce qu'il y a des Mégane, Renault Mégane RS à 30 000 ? Les deux, les Mégane 3 RS. Mégane 3 RS, on a un catalogue Vulcan, elle est là. Nürburgring Mégane 3 RS. En châssis Cup, tu les trouves à 24, 25. En ce moment, il y en a même moins cher sur des sites et elles sont vraiment... Enfin, je pense que c'est... Mais le problème, c'est qu'elles sont toutes préparées. Donc c'est difficile d'en trouver une stock, mais en même temps, quand on a une stock, elle est très bien, mais il manque la prépa qui fait qu'elle est vraiment bien. Donc tu es obligé de la préparer. C'est comme une Lotus. D'origine, c'est cool. D'origine, c'est en panne déjà. Donc tu es obligé de réparer, quoi. C'est quand même un chamallow. Quand on voit la Lotus qu'on avait ramenée, on a perdu les freins et ça marchait pas. Parce qu'elles ont 20 ans. Quand elle est sortie, peut-être qu'elle essaie un scalpel. Peut-être. Après, au bout de 20 ans, en plus. Aujourd'hui, tu as des pièces qui font que la voiture, c'est une F1, quoi. Oui, non, mais c'est clair. Mais en vrai, les Mégane 3 RS, je pense que c'est le bon plan. Pour du français qui marche bien et qui tartine à mort et qui te permet de faire du circuit, du col, en plus c'est du turbo. C'est le problème de l'atmosphérique des vieilles M3 ou des BRZ et tout, c'est que il faut 600 chevaux pour faire des cols ici en atmo, c'est pas possible sinon. Ouais, c'est clair. En montagne, c'est compliqué. Alors qu'un turbo, je l'ai bien vu, j'ai fait BRZ contre Clio 4 RS, sur circuit, ça se tient, sur ligne droite, ça se tient, col, je vois même pas la Clio, elle est arrivée, quoi. T'as la relance, quoi. Relance. Ouais, tout ça, c'est quand même dommage parce que quand tu regardes 30 000 balles, au jour d'aujourd'hui, tu veux t'acheter une voiture sportive neuve. T'achètes une électrique. Ouais, tu peux rien acheter. Mais c'est pas une sportive juste parce que ça pousse fort. Oui, non, mais c'est clair. C'est un comportement, c'est une philosophie, c'est un châssis. Et c'est quand même dommage. C'est que dans le coup, pour vraiment kiffer ta passion auto en 2024, faut t'accrocher. Ou alors, faut être illégal. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure aussi. Ouais, alors totalement illégal. Ou alors, en fait, tu te forces à pas acheter des voitures qui sont performantes et qui ont une histoire, typiquement une ITR. Mais tu achètes plutôt une 320i, une voiture qui est pas forcément très puissante d'origine, mais que t'aimes bien et que en fait, parce que c'est de la merde, c'est marrant à conduire et parce que c'est marrant, c'est cool. Mais pas pour la performance. Et tu l'emmènes sur circuit si tu veux, tu la flingues, machin et tout, mais... Oui. En même temps, 320i... maintenant, il faut se lever tôt. Voilà. Déjà, d'une, il n'y en a plus, sauf des compacts. Et quand tu regardes les budgets, je suis désolé, mais c'est super compliqué, quoi. Ouais. Mais à préparer, ça coûte pas cher. Comme tu dis, t'es illégal. Et t'es illégal. Et puis, en vrai, oui, ta voiture, elle est cool, mais t'as une 320i, concrètement, c'est un peu moche quand même. Il n'y a rien d'exclusif. C'est une voiture de tous les jours qui marche un peu. Mais c'est pas... Là où je trouve que tu as plus d'exclusivité avec une 2 places roadster ou une 2 places coupée style Cayman, Boxster, GT86 et tous ces trucs-là. Moi, quand même, mon avis, moins de 50 000 au jour d'aujourd'hui pour avoir une vraie voiture de sport. Enfin, une voiture récente, ce que j'entends. Utilisable, t'as rien. Et pour moi, la première, c'est des BM, c'est des M2, c'est des choses comme ça. M140i, tous ces trucs-là. Oui, M140i, voiture incroyable. Pas forcément la plus joueuse du monde. Puis pas la plus belle du monde, ça reste un chausson, quoi. Oui, exactement. Mais c'est des vraies voitures polyvalentes. Quand tu veux tartiner, ça tartine. C'est des GTI, quoi. Oui. C'est vrai. C'est pas... Parce qu'aujourd'hui, tu vois une Golf 8 passer, tu vois une M140i passer, tu regardes la voiture d'une façon particulière quand même. Il y a 15 ans, il y avait tellement de choses. Ouais, c'est vrai. Il y avait des M336, il y avait des EG6, Honda Civic Type R, des EK4, il y avait toutes les Clio 16S, ça valait que dalle, les Renault 5 GT Turbo, les gens ils te crachaient dessus quand tu passais dans la rue, personne voulait ça valait 500 balles, tout le monde s'en foutait, il y avait des Golf VR6, il y avait pléthore.
Au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes Le Bon Coin, déjà, ça fait mal, quand tu vois la voiture qui a marqué Youngtimer, déjà tu sais que c'est mort. Ouais. Tu sais que c'est mort. Tu sais que le gars il fait plus 50 dessus. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment dommage. C'est que c'est la plus-value, c'est le rendement avant la passion. Pour la première fois, on va pas parler de ma prochaine voiture, mais pour la première fois, je n'ai pas racheté une voiture, j'ai échangé ma Lotus Exige contre une voiture et j'ai pas pensé à plus-value, moins-value, business. Et j'ai pris qu'est-ce que tu peux, est-ce que l'échange est fair ou pas? Est-ce que j'en ai pour mon argent sans penser vraiment à l'investissement? Et du coup, oui, clairement. Mais elle est où? Alors, elle est au garage. Elle est au garage. Et elle démarre, mais elle ne roule pas. Mais ça, c'est moi, ça, c'est différent. Mais non, mais tout ça pour dire que... Oui, mais parce que c'est une voiture, et là, ça va être les gros termes qui vont faire mal, lambda. Oui, parce que j'ai toujours évolué dans un monde de voitures exceptionnelles, type Lotus. La GT4, la 4C. GT4, 4C, donc des voitures pas du tout utilisables au quotidien. Oui, mais que quand tu sors... tu sais que, avec la Lotus, tu sais pas si tu vas rentrer, mais avec la GT4, t'as le prestige, t'as la marque, t'as l'effet waouh de la petite Porsche jaune qui passe devant tout le monde. Là, tu sors le M3, il marche aussi, mais... tu sais pas si tu vas revenir vivant, hein, je te le dis. Alors, tu vas revenir, mais pas forcément vivant. Mais la voiture reviendra. Oui. À part si elle se fait doubler par un arbre. C'est un détail. Non, mais c'est différent. C'est vraiment différent. On est dans une... Dans tous les cas, je suis pas sûr qu'il y ait encore une passion comme ça, dévorante. Non, ça a évolué. Ça a évolué. Puis, avant, tu pouvais mettre les mains dedans. Et aujourd'hui, avec l'électronique, moi, tu vois, quand je répare le Cayenne, et encore, c'est une vieille voiture, il y a des trucs, ça fait peur. Tu regardes, il y a 50 fusibles dans la bagnole. Puis, j'ai remarqué aussi que les jeunes de maintenant, ils prennent énormément de plaisir à spotter, à shooter les voitures, à suivre les voitures, à suivre des influenceurs qui ont des grosses voitures, et ils arrivent beaucoup plus facilement que moi, peut-être que toi, à être dans le virtuel et à se satisfaire du virtuel pour contenter leur passion. Et ça, je trouve ça assez triste d'un côté parce que je suis un vieux con, mais aussi fou. Parce que c'est vraiment, je pense, l'évolution du monde. Hein. On va vers ils se disent, ça sert à rien. Oui, mais on tend vers vers un monde beaucoup plus virtuel au fur et à mesure, tu vois. Et tu le vois dans la nouvelle génération. Eux, ils roulent au quotidien avec des amis. Ils roulent au quotidien avec des petites voitures. C'est une voiture pour un groupe, en fait. Ouais, et en fait, le week-end, ils sont sur les rassos, les Karen Coffee, ils shootent tout, et ils sont super contents, ils sont passionnés, ils connaissent tout. Mais la possession, mais même, ils n'ont plus envie de posséder, ça les intéresse pas particulièrement. Mais même sur les connaissances avant, pour qu'on puisse t'écouter et échanger avec des propriétaires, fallait t'y connaître. Ouais. Si t'arrives et tu poses 2-3 questions, le gars, il t'ignore et il dit tu dégages. Ouais. Aujourd'hui, quand je vais dans des rassos, moi je parle avec j'y vais assez régulièrement quand même, on essaye, mais tu vois des jeunes où ils aiment juste l'objet et en fait ils savent pas forcément ce qu'il y a dedans et ça les intéresse pas plus que ça, mais juste ils aiment le bruit, ils aiment la forme, ils aiment l'histoire que le proprio raconte dessus, mais ils savent pas te dire si c'est un 4 cylindres Atmo dedans, un turbo, un compresseur, et ils savent même pas t'expliquer ce que c'est forcément. C'est différent. Ouais, c'est plus comme nous on est une œuvre d'art, quoi. C'est ça. Ouais. Mais nous on est passionnés par moi j'adore les stats et tout. Et j'adore savoir ce qu'il y a dedans, mais c'est différent maintenant. Ouais, c'est vrai que la passion change. Et bon, après, voilà, faut vivre avec son temps. Hein. Nous, on est moi particulièrement, je suis un dinosaure. Je continue et je m'évertue à vivre comme si on était en 2005. Donc c'est compliqué. Ouais, voilà, c'est compliqué parce qu'en fait, tout coûte 100 fois plus cher qu'avant. Et quand tu te bats contre un système... Mais même l'utilisation, c'est même pas tant l'achat, c'est l'utilisation du véhicule te coûte, mais c'est abusé. Ouais, c'est comme ça. Après, voilà, on verra de quoi l'avenir est fait. Je pense qu'on a un dernier sursis de passion mécanique avec les motos. Et encore on a quelques années de décalage. Ils n'arrivent pas forcément à faire le switch avec les motos électriques et tout ça. Les motos hyper sport et tout ça sont arrivées à un point d'efficacité, de performance assez... Ils peuvent pas aller plus loin. Non, là c'est phénoménal. On a atteint le max. C'est phénoménal. Tu vois, les nouvelles motos de MotoGP, elles ont des ailerons plus gros que sur des 205 tuning de l'époque. C'est incroyable. C'est incroyable.
Mais dans le coup, c'est un des derniers fiefs où tu as encore un peu de liberté, c'est-à-dire que facilement tu peux essorer la poignée, tu as beaucoup de puissance. Tout de suite, et c'est accessible. C'est beaucoup plus cher qu'avant, c'est clair. C'est-à-dire qu'une vraie sportive, c'est 25 000 maintenant. Mais 25 000, bah, ça se trouve. Non, puis oui, alors les neuves et tout, ouais, c'est abusé d'ailleurs les tarifs, mais tu peux aujourd'hui te faire plaisir avec une 500 chinoise, comme j'avais la Brixton, comme tu peux avoir des Vosges ou des choses comme ça, qui coûtent 5 000 € neuves, qui font quasi 50 chevaux, ou bien plus pour 10 000, et ça marche. Ou des vieilles occasions de vieilles sportives qui se trouvent pour moins de 10 000, et qui tartinent à mort aussi. Le contrôle technique moto va faire mal aussi à tout ce qui est café racer. Et ça, c'est pareil, c'est dans le double tranchant. C'est-à-dire que quand t'es jeune, permis, tu sais pas trop quoi regarder, tu t'y connais pas forcément, c'est intéressant. Ouais. T'achètes un 600 bandit rincé. Voilà. T'achètes un Hornet qui marche plus, bon, c'est chiant. Oui. Mais d'à côté, pour les personnes qui roulent rarement et qui personnalisent leur moto, parce que c'est le seul truc où t'as le droit aujourd'hui sur la route d'avoir quelque chose de personnalisé, même les tracteurs, t'as pas le droit de mettre un aileron dessus. Alors qu'une moto, en vrai, c'est vrai que t'es plutôt flex. Du moment que t'as le châssis, le moteur... puis qu'elle fait pas trop de bruit. Oui, encore, ça dépend où. Ouais, c'est vrai. En ville, bon, c'est compliqué, mais... Non, mais c'est vrai. Donc là, c'est un des derniers fiefs où tu peux encore t'éclater. Moi, c'est quelque chose qui me titille de plus en plus. Mais encore une fois, associé au circuit, tu vois. Parce que finalement, les budgets sont vraiment moindres. Tu te dis que tu peux avoir le Saint Graal, le summum, où ça se joue à un poulier, mais après, tu mets 25 000 balles dans une moto de course, de compétition. Mais attends, tu fais du circuit, t'achètes une SV650S à 4 000 €, bien sûr. Tu la dépouilles, t'as un 650 qui fait 60 chevaux, c'est fini. Hein. Mais et déjà, maîtriser ça... Au ratio de ce que tu dépenses dans l'automobile, tu te dis 25 000, c'est que dalle. Oui, ça c'est sûr. Tu vois. Puis les pièces, c'est tout équivalent à la taille de la moto, donc ça vaut. Les track days sont moins chers. Tu prends là les sensations. Même l'essence, le roulage, l'assurance. Ouais. Et moi, j'ai de la chance d'avoir ma Lotus Elise de piste qui est finie, qui coûte pas cher en coût de roulage, qui m'a coûté finalement cher quand même. Il y a pour plus de 50 000 de la bestiole. Ouais, mais c'est parce que t'as fait vraiment un truc. Mais j'ai un avion. Ouais, là, qui coûte pas cher au quotidien, qui consomme pas grand chose, qui est dédié uniquement à la piste, mais dans le coup, celle-là, faut absolument pas la vendre. Donc ça arrive au dernier sujet du podcast, c'est au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu vends toutes tes voitures et tu passes à autre chose et tu trouves une nouvelle passion ? Ou est-ce que tu gardes tes voitures ad vitam aeternam ? Moi, j'ai déjà choisi. Il y a des voitures que je vais garder ad vitam aeternam. Je pense notamment à la Lotus Elise. Je la vends là, demain on m'en propose 40 000. À quoi bon ? Et puis surtout, elle te coûte rien en stockage. Elle me coûte rien, elle est toute petite, elle est là, elle est efficace, tu l'emmènes sur circuit et elle roule, l'assurance ça coûte que dalle, ça décode plus. Ça c'est con, de la vente ça serait con. Ouais. Qu'est-ce que tu veux te prendre la tête ? Tu peux pas avoir mieux en fait. Et c'est pareil, la course à l'échalote, la course à la plus grosse, moi j'ai longtemps participé à ça. 4C, GT4, Exige. Je suis un petit peu redescendu, mais j'aurais pu remonter. Pendant longtemps, tu m'as saoulé avec une Lamborghini. Oui, mais j'aurais pu continuer à monter. J'aurais pu me saigner là pour avoir une GT3 RS. J'aurais pu. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais non, ça ne m'intéresse plus. Et à l'instant T, là, est-ce que je serais plus heureux avec un modèle RS dans mon garage ? Ça changerait que dalle. Parce que l'utilisation reste la même. Enfin, c'est des véhicules. Il faut avoir le temps quand même aussi. Tu peux plus t'en servir, pas particulièrement sur route. Quand tu vas sur circuit, je suis désolé, mais à ma Lotus Elise, je préfère largement être dessus. C'est un karting, ça coûte que dalle. Une tartine, et puis voilà, au pire, tu casses. C'est chiant, mais les coûts sont plus acceptables que si tu casses un GT3 RS. Exactement. Ou alors, il faut vraiment passer le step et avoir une Aventador. Et là, mais l'Aventador, tu la roules pas ici. Non, mais quand tu la sors, c'est un événement. Ah oui, par contre, oui. Et du coup, tu la sors jamais. Mais tu la sors jamais. Tu la sors pas quand il pleut, tu la sors pas quand il neige, tu la sors pas quand il doit faire beau. Mais alors, mon ami, quand tu la sors. Ah, mais c'est typiquement aux boiseries quand il a la sienne. C'est son rêve. Une Huracan te ferait pas ça. Une Huracan, c'est un vélo. C'est un vélo, c'est tout est voilà. Oui, ça reste une Lambo quand même. Oui, mais c'est un vélo. Mais là, tu vois, nous passionnés. Oui. Ok, je suis d'accord avec toi. Mais comme les jeunes qui regardent plus l'objet, c'est Lamborghini. Oui, le design, mais le design fait pas tout. C'est l'expérience de conduite quand t'es passionné. Et je suis désolé, tu montes dans une Huracan, tu prends une M3 à côté, tu prends n'importe quelle voiture, tu sais la conduire. Oui, bien sûr. Ça se conduit comme un vélo. Tant que tu tartines pas, tant que t'as pas une propulsion de 600 chevaux et que tu te fous pas en travers, une Aventador, crois-moi, avant de la rouler en ville.
déjà, c'est que tu la connais, et c'est une expérience, c'est une émotion. Au bois de simple embrayage, ça te tape la tête, ça fume, ça chauffe. Ça, c'est des voitures, vraiment, il n'y en a plus, tu vois. Et c'est la dernière voiture récente à l'ancienne. Ouais, totalement. Il y en a plus. Le vieux moteur. Ouais, tu peux la comparer à une F40 en vrai. Hein. Ouais, c'est ça. C'est juste la suite d'une F40. Mais oui, c'est improbable. Et pour moi, le dernier vrai Saint Graal, c'est une Aventador. Aventador, et puis côté Ferrari, la 488 avec l'Atmo 458 458 Italia, 488 c'est turbo. Classique, ouais, c'est des beaux totems ça. Là, voilà. C'est pareil, ça a pris des cotes. Ça a pris des cotes comme les 355. Personne n'en voulait, c'était une horreur cette machine. Et là, en 3 ans, c'est monté un truc de malade. C'est fou. Ouais. Mais là, on est sur de l'hypercar, quoi. Exactement. Bon, tom.com. Long, vague et ouais, on a abordé intéressant podcast. On a abordé plusieurs sujets, c'était super intéressant. Ouais. Les amis, chers auditeurs, chers viewers sur YouTube pour ceux qui regardent la version filmée, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner un petit peu votre avis et nous faire quelques retours dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a abordés. Ouais, parce qu'il y a de quoi dire. Ouais, et les points de vue peuvent être vraiment très riches là-dessus. C'est ça. Nous, on n'a pas d'ambition particulièrement, si ce n'est parler entre potes. Donc, si ce type de contenu vous intéresse, écoutez, pourquoi pas en faire de temps en temps, avec grand plaisir. Ouais, un petit podcast actu de temps en temps. Ouais, ça fait du bien. Il y avait pas mal de sujets. Donc, c'est des trucs qu'on discute tout le temps ensemble. Donc là, ça, en fait, c'est juste qu'on est physiquement là, on n'est pas sur WhatsApp. Autant aborder le sujet une bonne fois pour toutes. Et puis voilà. D'avoir le point de vue des autres. C'est toujours intéressant. Bon, Tom, merci à toi. Oui. Et puis, merci, Jules. N'hésitez pas à partager, à commenter la vidéo, partager ou commenter le podcast. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Salut.